Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Al24 News. Merci à vous de nous accueillir chez vous tous les samedis soirs à partir de 22h durant ce mois sacré de Ramadan pour votre émission Hebdo Show. J'ai le plaisir d'être accompagné ce soir par l'équipe habituelle. Bonsoir à tous, à commencer par vous Gamal Abina. Bonsoir Gamal. Bonsoir Nouhad, bonsoir tout le monde. Faisal Moutaoui est également avec nous. Bonsoir Faisal. Bonsoir Nouhad, sahabtourkom. Faisal, il y a également Badis Khnissa. Bonsoir Badis. Bonsoir et sahabtourkom. Et puis il y a Mahdi Ghazar. Bonsoir Mahdi. Bonsoir messieurs, dames, sahabtourkom. Au sommaire ce soir, mesdames et messieurs, inauguration de la 4e usine de dessalement d'eau de mer. Cette semaine, c'était donc à Boumerdès par le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune. L'Algérie se dote d'une nouvelle compagnie aérienne destinée au transport aérien domestique, une initiative stratégique qui s'inscrit dans une volonté de modernisation et d'optimisation du réseau aérien intérieur. La coopération algéro-italienne est mise à l'honneur ce soir. Nous avons l'honneur de recevoir son Excellence l'ambassadeur d'Italie, M. Alberto Cutillo. Et puis nous parlerons également d'Algérie, section armes spéciales, le documentaire qui fait polémique de l'autre côté de la Méditerranée et qui met en avant les témoignages d'Algériens et d'anciens soldats français sur l'utilisation d'armes chimiques durant la guerre de libération nationale. En dernière partie, Nariman Zekar nous rejoindra. Et les acteurs Sofiane Zermani et Khaled Benrissa répondront à ces questions et nous parlerons de la participation de l'Algérie au festival Sérimania 2025. Première actualité donc, messieurs, l'Algérie compte tourner la page du stress hydrique avec cette 4e usine de dessalement qui a été inaugurée cette semaine par le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune. C'était à Boumerdès. Il s'agit de la station Cap Djennet 2. Là encore, Mahdi, l'usine a été réalisée en un temps record, moins de 2 ans après la pose de la première pierre du projet. Écoutez, encore une démonstration supplémentaire du génie algérien. 300 000 m3 d'eau par jour qui seront dans les robinets de la wilaya de Boumerdès, Cap Djennet, Blida et même jusqu'à Alger. En moins de 2 ans, cette station de dessalement montre la possibilité du génie algérien, parce que c'est une station qui a été faite de façon nationale, locale, avec la Sonatrach en maître d'ouvrage et avec des sociétés, des filiales de Sonatrach pour la réalisation de ce bijou technologique. Il faut savoir que les moyens ont été mis à la disposition du groupe pétrolier pour justement régler définitivement, comme l'a promis le président Abdelmajid Tebboune, et clôturer définitivement le problème du stress hydrique en Algérie. On est en avance par rapport à de grandes puissances mondiales, par rapport à cette souveraineté de l'eau, parce que maintenant nous sommes souverains, en Algérie nous sommes souverains sur l'eau, c'est très important. Nous n'avons pas besoin d'avoir la boule au ventre pour savoir si les robinets de l'eau va couler des robinets. Et ça, c'est une avancée exceptionnelle pour l'ensemble du peuple algérien. Badis, le président de la République, a évoqué une véritable école algérienne dans le domaine du dessalement d'eau de mer. Tout à fait. D'ailleurs, je reprendrai la phrase du président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui dit que je ne laisserai pas le citoyen dans la soif. Et c'est très important aujourd'hui. Aujourd'hui, on a l'illustration de ce que c'est sortir du discours pour aller vers la réalité, effectivement. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Ce qu'on est en train de vivre, c'est tangible, c'est palpable. Et qui plus est, cela va profiter à des millions d'Algériens, et pas que. Il y aura aussi des retombées autres que notamment l'autonomie en matière de stress hydrique, puisque c'est un enjeu en matière mondiale, mais surtout c'est un enjeu de sécurité nationale. Mais pour revenir à l'école, effectivement, et c'est là où peut-être c'est un nouveau jalon qui s'inscrit aussi dans cette dynamique qui caractérise aujourd'hui le projet du président de la République, et aujourd'hui à travers les usines de dessalement, à savoir établir des bases techniques, notamment pour faire de l'Algérie un leader en la matière de tout ce qui est technologie de dessalement d'eau de mer. Et cette école, je pense, qui est portée d'ailleurs par des patriotes, et je reviens aussi dans le déplacement du président de la République qui s'est fait d'ailleurs en période de Ramadan, faut-il le rappeler, c'est aussi pour dire que c'est ça l'Algérie qui gagne, c'est ça l'Algérie des défis, c'est ça aussi l'engagement notamment de nos patriotes, puisque ça a été porté, ça a été dit par Mehdi, par Sonatrach et par d'autres, intervenants, notamment en matière de tout ce qui est génie civil, toutes les disciplines confondues, pour dire effectivement qu'aujourd'hui, ce génie, cette intelligence collective, bien sûr conjuguée à la volonté politique du président de la République, qui a voulu au fait de faire cela une réalité. Aujourd'hui, on le voit avec cette illustration magnifique qui, encore une fois, marque
la place de l'Algérie, mais surtout marque la dynamique favorable pour, encore une fois, mettre le citoyen au cœur de l'action politique qui est celle du président de la République. Sonatrach, AEC, considère toutes ces entreprises algéro-algériennes avec des fonds algériens, avec une suffisance économique algérienne pour justement pouvoir développer le système directement d'étanchéité de la soif, tout simplement. On va arrêter les problèmes d'eau sur l'ensemble du territoire national. Pour moi, c'est quelque chose qui est juste exceptionnel et en un temps record. Je le tiens à le préciser. Quand il y a eu, il y a de ça 4 ans, des appels d'offres internationaux, les sociétés étrangères demandaient entre 58 et 70 mois de réalisation. Je crois qu'on n'arrive pas à comprendre le génie algérien dans toute sa splendeur. Ça a été fait par des jeunes des universités algériennes, par des diplômés des universités algériennes, par des personnes qui ont travaillé, qui ont fait leur scolarité dans des institutions algériennes. Et c'est ça qui est beau, c'est que c'est nous qui avons construit quelque chose pour nous. On n'a pas ramené un prestataire étranger qui nous a montré comment faire, non. Nous avons fait le travail nous-mêmes, entre Algériens. Et c'est ça, tout le génie de ce programme de station de dessalement d'eau nationale, c'est que nous pouvons, c'est une preuve qui montre au monde entier que l'Algérie peut choisir et régler et avancer toutes ses ambitions et tous ses problèmes avec uniquement des personnes issues de son pays. Voilà, c'est quoi la fierté de ces projets-là. Parce que Cap Djinad 2, c'est Boumerdès, et Boumerdès, c'est une région ouest qui a souffert dans les années 90 du terrorisme, de la violence, et ça a retardé, parce qu'il y avait des projets qui ont pris de retard, et là, effectivement, Cap Djinad 2 est très important, parce que la région de Boumerdès, toute la région a souffert du stress hydrique, et d'ailleurs de l'ouest, comme l'ouest algérien, et je pense que la 4e station, quand même, inaugurée, on a l'espace de record. Le président Abdelmadjid Tebboune a dit que l'étude est algérienne, la réalisation est algérienne, les cadres sont algériens, et les travailleurs aussi des Algériens. Tout est algérien, et les jeunes qui ont donc dans ce projet vont former ce que disait tout à l'heure Badis et Mahdi, l'école algérienne du dessalement d'eau de mer, parce qu'actuellement l'Algérie est un leader africain déjà. Elle sera probablement un leader aussi, pas pour longtemps, un leader mondial. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une certaine coordination entre plusieurs secteurs, le secteur de l'hydraulique, de l'énergie et de la formation professionnelle, pour justement installer cette expertise algérienne qui pourra être exportée aussi. C'est une expertise qui peut aller vers d'autres pays où il y a des stress hydriques qui peuvent ressembler à celui qui est en Algérie. Il y a une chose aussi qui est très importante. Les anciennes stations de dessalement qui ont été faites un peu partout dans le monde, il y a toujours un partenariat avec un groupe étranger, et ce partenariat fait en sorte d'avoir une sorte de rente locative chaque année. D'accord ? Ça crée une dépendance. Ça crée une dépendance. Et donc, on sort des devises étrangères pour payer quelqu'un qui nous a construit une station d'eau de dessalement. Il faut savoir une chose, c'est que là, ça a été construit, payé, ça nous appartient à 100%. 100%. Ça n'appartient à personne d'autre qu'à l'Algérie. Et c'est ça tout le génie de cette histoire. Et pourquoi, quand il y a la volonté politique, automatiquement la volonté infrastructurelle marche, c'est que l'Algérie, avec à sa tête son président de la République, a décidé de mettre les moyens, de mettre le paquet sur un plan de vue économique et sur un plan de vue politique, d'avoir ces stations de dessalement partout en Algérie, et ça a été fait en un temps record. Il n'y a pas eu de blocage, il n'y a pas eu de bâton dans les roues, et ça a été fait immédiatement. Voilà ce que c'est la nouvelle Algérie. Juste pour aller dans ton sens et abonder sur cette notion notamment de lead time, de temps, notamment qui est un facteur très important et très stratégique d'ailleurs qui plus est. Il y a aussi le temps effectivement technique, notamment pour mettre en place cette usine, mais aussi un autre temps sur lequel s'attarder. Par le fait effectivement, entre autres, l'aspect financier, puisqu'on est en autofinancement et donc souverain, un financement souverain sur des secteurs stratégiques, ce qui nous souligne un point important, et c'est la volonté du président de la République, à vouloir indexer le temps institutionnel avec le temps du peuple. Le temps des projets techniques avec le temps du peuple, pour aller vite, puisque l'eau c'est la vie. L'eau, c'est la stratégie aussi du futur. L'eau, c'est l'avenir. L'eau, c'est le développement. L'eau, c'est aussi le citoyen. Donc, je reviens sur cette phrase du président, pour ne laisser personne dans la soif. Donc, il est important de dire aussi qu'effectivement, en matière de temps institutionnel, administratif, managérial, on est aussi... Mais il fallait voir aussi la fierté, Badis, je vais aller dans ton sens, il fallait voir la fierté du président de la République, quand le PDG de Sonatrach, M. Hachichi, lui a expliqué que tout a été fait par des Algériens issus des universités algériennes. Il
fallait voir la fierté dans les yeux du président de la République en disant, voilà, nos enfants, les enfants de l'Algérie, construisent des choses pour l'Algérie, en Algérie et pour les Algériens. C'est très important, vous savez, c'est un cheminement. Ça veut dire que les personnes qui ont été dans les écoles et dans les institutions algériennes ont été tellement bien formées qu'ils peuvent créer une prouesse technologique en un temps record. Et tout ça, c'est du Made in Algeria. Et uniquement du Made in Algeria. Et ce plus de l'hypercampion seulement. Exactement. Très bien, messieurs. Alors, autre actualité à retenir également cette semaine, l'Algérie se dote d'une nouvelle compagnie aérienne dédiée au transport aérien domestique. Gamal Abina, votre avis sur la question? C'est un premier pas vers quelque chose que j'appelais mes voeux il y a longtemps, à savoir le hub aérien. C'est-à-dire que les Turcs ont fait bien le travail, ils desservent 40 destinations d'Afrique, ce qui fait qu'ils sont devenus centraux. Nous, le hub aérien pourrait être intéressant. Pourquoi? D'abord parce qu'on est central en Afrique du Nord. Ensuite parce qu'on a les moyens effectivement de créer une compagnie de grosse taille. Et puis surtout, parce que maintenant on s'oriente vers l'Afrique. On voit bien qu'on développe le business avec l'Afrique, il y a des banques qui sont en train de créer. Donc il est nécessaire effectivement de créer cet engouement en termes de trafic aérien. Et surtout, ça permet, c'était un vœu qui date d'il y a longtemps, de faire en sorte que l'Afrique ne soit pas dépendante de l'étranger. Mieux vaut que ce soit des compagnies africaines, parce que là j'ai parlé de la Turquie, mais enfin il y en a d'autres, Fly Emirates et autres. Si nous sommes capables de pourvoir à ces besoins, puisque le premier qui a fait ça en vérité, c'est Kadhafi avec Ferkia. Si on est capable de pourvoir à ces besoins au niveau africain, intra-africain, ça va non seulement développer les échanges en interne, les affaires, et surtout ça va développer une certaine indépendance vis-à-vis du continent. Oui, parce que l'Algérie, effectivement, elle peut être un grand hub parce que c'est un pays carrefour. On peut venir de l'Amérique du Nord et pour aller au Moyen-Orient, passer par l'Algérie. De l'Europe vers l'Afrique, on passe par l'Algérie, vers l'Amérique du Sud. Et effectivement, cette compagnie, elle est importante, Nouhed, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de demandes. Air Algérie assure déjà des vols et depuis le 1er février, la compagnie nationale a lancé 36 vols, presque 3600 nouveaux sièges. Et déjà, la compagnie va aussi renforcer sa flotte avec 5 appareils qui ont été commandés. Il y a l'autre compagnie qui est Asseli Airlines, qui est aussi une filière de la Sonatrach, qui assure aussi des vols vers les villes du Sud, notamment Tamanrasset, Togourt, et notamment Oran, Constantine pour le Nord et Annaba. Mais il y a toujours une demande et parfois il n'y a pas de billets. On peut attendre parfois une semaine, peut-être plus, pour avoir un billet pour aller par exemple par Annaba, où il y a beaucoup de demandes sur Oran ou Tlemcen. Cette compagnie, parce que l'Algérie est un pays continent, comme l'a souligné Gamal, c'est un immense pays, surtout vers les destinations du Sud. C'est également une façon aussi de consolider le tourisme, parce que maintenant il y a une forte demande sur le tourisme en Algérie. L'Algérie est devenue une grande destination méditerranéenne et africaine. Et donc plus il y a d'avions, plus c'est mieux, plus il y a des vols, c'est mieux. Ça fait aussi bouger aussi l'activité économique dans certaines régions, notamment dans le Grand Sud, et ça vient aussi accompagner tous les projets lancés par l'État algérien pour le transport ferroviaire, notamment vers les régions du Grand Sud. Il y a aussi le renouveau avec la compagnie Air Algérie que nous empruntons tous pour venir, et on le Badis et Gamal en sont bien témoins, avec à sa tête le PDG, le Hamza Ben Hamouda, qui est une personne qui est du monde de l'aviation, qui connaît son travail, qui connaît son boulot et qui essaye de développer au maximum la compagnie, qui essaye justement de structurer la compagnie pour avoir des nouvelles dessertes, des dessertes stratégiques, des dessertes économiques aussi, puisqu'il n'y a pas que des dessertes touristiques, il y a aussi des dessertes économiques qui sont très importantes. Et le renouveau du plan sur la compagnie nationale Air Algérie, qui est un peu implantée partout dans le monde, d'accord. Il faut savoir que juste par rapport à la France, il y a 64 rotations jour, ce qui est énorme. Et ça, c'est juste un des pays de l'Europe. Imaginez tous les autres pays, imaginez l'Italie, la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, où il y a énormément de rotations également, l'Angleterre. On va vers les États-Unis avec un vol direct vers les États-Unis. On a le Canada en lien direct, on a la Chine en vol direct. Tout cela, c'est une nouvelle programmation qui est faite sur la compagnie Air Algérie. On a un nouveau PDG qui est installé depuis à peu près 1 an, qui fait un travail remarquable. Et franchement, c'est beau à dire parce que généralement, Air Algérie, vous savez très bien que dès qu'il y a un nouveau PDG, automatiquement, il y a une grève, ou que ce soit des PNC, personnels navigants, ou alors des pilotes, ou alors des syndicats, ou X et Y. Il arrive à apaiser justement le monde des employés d'Air Algérie. On retrouve au niveau de l'aéroport, avec à sa tête M. Mdioni, qui fait un travail aussi remarquable, et il faut le souligner également, où on a un super bel aéroport qui est bien structuré, où on arrive à avoir quand même une prestance vraiment 5 étoiles sur beaucoup de choses. On est en train de se développer, l'Algérie est en train de se développer, l'Algérie redonne la place
où elle doit être, l'Algérie regagne la place où elle doit être, et que Alger, Ouali Boumediene devienne un hub international, c'est une décision politique également. Il faut le savoir aussi, c'est que c'est une décision politique. Quand le président convoque une réunion de cet acabit-là, et où on voit à travers les images, où vous voyez le ministre des Transports, le PDG de l'aéroport, le PDG d'Air Algérie, le PDG de Tassili, le ministre de l'Énergie, le Premier ministre, et ainsi de suite, vous voyez comme quoi il y a une volonté politique très présente de dire, les gars, on y va, Air Algérie, l'Algérie, le hub, l'aéroport, tout ça, ça doit être géré de façon professionnelle, de façon avant-gardiste, pour attirer le maximum de monde et pour que notre plateforme aéroportuaire soit une sorte d'écrin sur l'Afrique. À partir de l'Algérie, on peut aller partout dans le monde. Et c'est ça qui est important. Et vous avez une politique, justement, avec Air Algérie et avec l'aéroport qui donne encore du pouvoir à ça. Badis, est-ce qu'on peut parler de volet stratégique, justement, lorsqu'il s'agit de cette nouvelle compagnie? De mon point de vue, c'est du management stratégique. C'est une décision judicieuse de la part du président de la République. Et là aussi, je reviens comme point de départ et comme point de référence, la politique et la vision du président de la République à cet effet. Le président de la République a promis de renforcer la connectivité aérienne entre les régions du pays. Ça a été dit, l'Algérie c'est un pays continent, il est fondamental de pouvoir faciliter la circulation des Algériens. Et aujourd'hui, à travers cette décision stratégique qui relève du management de haute qualité, c'est aussi pour permettre, bien évidemment pour des raisons économiques, de pérenniser notamment la croissance et le développement d'Air Algérie, puis aussi pour permettre à Air Algérie de mieux se focaliser sur les vols internationaux. C'est très important, puisque j'ai quelques statistiques, quelques chiffres. Air Algérie, 2023, c'est environ 7 millions de passagers transportés, ce qui représente environ 46% de part de marché, avec, tenez-vous bien, plus de 72 000 vols à l'année. Et c'est 2,3 millions, notamment de passagers sur le réseau domestique, et 4,7 millions sur le réseau international. Donc c'est dire effectivement que cela permettra effectivement, in fine, aussi en matière de qualité de voyage pour le citoyen algérien, qui lui va se doter d'une compagnie aérienne dédiée exclusivement aux vols domestiques et aux vols intérieurs. Donc ça permettra aussi de jouer sur la flexibilité, sur l'accessibilité des tarifs notamment. Donc cela va jouer significativement dans la capacité des Algériens à se déplacer par voie aérienne et non pas par voie de route. Avec la baisse des coûts surtout. Absolument. Et donc il y a, comme je disais aussi, il est aussi dans le management de prospective, puisque c'est aussi une manière d'anticiper sur le fameux plan pour quadrupler notamment le flux des voyageurs à plus de 12 millions de mémoire à l'horizon de 2023 dans le cadre justement du tourisme, de l'ouverture du tourisme algérien. Et ça, c'est très important aussi d'anticiper dès maintenant à établir des bases pour Air Algérie, qu'elles soient au fait à même de pouvoir gérer avec la qualité qu'il faut, et c'est ce que nous témoignons aujourd'hui véritablement, pour qu'elle puisse justement accompagner aussi ce volet plutôt économique qui est celui du tourisme algérien. Très bien. Alors messieurs, on va maintenant aborder, avant de passer donc à notre débat, on aborde un dernier point. Salma Malika Haddadi a donc pris ses fonctions ce jeudi en tant que vice-présidente de la Commission de l'Union africaine. La diplomate algérienne avait remporté, on le rappelle, une victoire écrasante contre sa concurrente marocaine pour ce poste, avec un total de 33 voix lors de l'élection organisée à l'occasion du 38e sommet de l'Union africaine. C'était en février dernier. Faisal, un nouveau président, une nouvelle vice-présidente pour l'Union africaine. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre avec cette nouvelle équipe? Oui, Mahmoud Ali Youssef, qui est djiboutien, et c'est la première fois qu'il y a un djiboutien à la tête de la Commission africaine, va travailler effectivement avec Mme Salma Haddadi comme vice-présidente. Mme Haddadi est connue déjà d'Addis Abeba parce qu'elle était ambassadrice d'Algérie, elle était la représentante permanente de l'Algérie au sein de l'Union africaine, connaît parfaitement les arcanes de l'Union africaine, ses rouages, connaît aussi les dossiers, notamment elle a beaucoup travaillé sur les dossiers du développement de l'Afrique, les dossiers du maintien de la paix ou de la paix tout court, des dossiers sur la sécurité. Donc Mme Haddadi avec M. Youssouf vont relancer cette commission, parce qu'à un moment donné, sous la présidence de Mahamat Moussa Faki, qui est tchadien, on avait la sensation que cette commission tournait en rond, qu'elle laissait faire et qu'elle aussi subissait des pressions de l'extérieur, notamment sur certains dossiers. On a déjà évoqué ça, mais à un moment donné, M. Faki voulait ouvrir la porte à l'antitétionniste, pour qu'elle siège en tant que membre, alors qu'elle n'a aucun rapport avec le continent africain qui a souffert déjà par l'apartheid. Et ce n'est pas par hasard que l'Afrique du Sud poursuit à déposer plainte devant la Cour de justice internationale, Cour pénale internationale contre le Premier ministre israélien. Il y a beaucoup de dossiers
que Mme Haddadi peut aborder, parce que l'Algérie a une vision très claire, ça a été exprimé par le président Abdelmadjid Tebboune lors de sa présence à Addis Abeba, des dossiers par rapport à l'économie, par rapport à cette agence donc, de cotation, ou plutôt de risque, etc. Ça renforce aussi l'autonomie du continent africain, en plus de la coopération interafricaine, parce que les pays africains ont beaucoup de potentialités agricoles, industrielles, de services, etc. Mais on sent que les échanges interafricains restent quand même faibles. Donc il y a des dossiers économiques, dossiers commerciaux, dossiers politiques par rapport à la sécurité, par rapport à la lutte contre le terrorisme, les marchés d'armes, etc. Parce qu'à un moment donné, l'Afrique est devenue presque un déversoir des marchés d'armes. Ça continue de l'être. Donc les Africains ont pris conscience parce qu'il y a une nouvelle pensée qui se consolide au sein de l'Union africaine, c'est d'avoir la décision africaine, des solutions africaines pour les problèmes africains. Baptiste Renissa, des solutions africaines aux problèmes africains. Il est important aujourd'hui que cette institution qui est l'Union africaine retrouve son rang, la place qui lui sied. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça a été dit lors du discours d'installation notamment de son Excellence. Effectivement, au-delà des solutions, c'est aussi, il faut structurer ces solutions. Et pour structurer ces solutions, il faut qu'en amont, on travaille ensemble et qu'on réapprenne ce que c'est la collégialité, ce que c'est la concertation, ce que aussi la méthodologie, à savoir, et là on revient sur l'organe, ce qui a été dit par Faisal, comment réformer cet organe pour qu'il soit à même de pouvoir porter la voix africaine, pour pouvoir aussi structurer un agenda africain commun, pour défendre les intérêts communs de l'Afrique, et notamment à travers lui, les peuples africains, comment aussi je dirais, remédier à cette sous-représentativité de l'Afrique dans le concert des nations, que ce soit au Conseil de sécurité, que ce soit à l'ONU, que ce soit ne serait-ce que sur l'échiquier international, pour qu'elle puisse être partie prenante dans l'équation mondiale, mais surtout aussi être partie prenante dans les décisions qui la concernent, qui concernent aussi, puisque vous savez qu'aujourd'hui le monde est un petit village finalement. Et avec ces cataclysmes géopolitiques et géosécuritaires, en plus l'Afrique est bien placée pour le démontrer, avec tous ces défis, effectivement, je pense que l'apport. Puis je pense que son Excellence incarne parfaitement le rôle, puisqu'elle mesure la responsabilité. Elle mesure également, en fait, le lourd fardeau qui est le sien, notamment pour pouvoir réformer dans un contexte pas forcément favorable, puisqu'il suffit de revenir sur l'élection de l'Algérie, justement, pour voir un peu quelles sont ces forces contraires qui essayent, tant bien que mal, notamment, d'essayer de créer ou d'exister ou de subsister à travers cela. Mais l'Algérie trace sa route. L'Algérie, aujourd'hui, et joue un rôle prépondérant, et c'est une consécration magnifiquement bien représentée aujourd'hui par son Excellence, qui pourra, par cette maîtrise des dossiers notamment, apporter un plus. Elle est de toute façon, Madame Selma Malika Haddadi, est la digne héritière des femmes algériennes qui ont combattu pour hisser haut le drapeau algérien. Madame l'ambassadrice, je le sais, j'en suis convaincu, fera tout le nécessaire pour montrer la voie politique de l'Algérie et surtout la voie de la paix et du respect des souverainetés territoriales de tous les pays africains. Voilà, son rôle est très important. Son élection a été accueillie avec énormément d'enthousiasme de toute l'Afrique et c'est une fierté et elle est la fierté des femmes algériennes et aussi des hommes algériens. Donc bravo à elle et bonne chance pour sa nouvelle mission qui, j'en suis sûr, sera couronnée des succès. Faisal Matawi, quels sont, selon vous, les grands axes de la feuille de route algérienne? Donc, lorsqu'il s'agit donc de l'Afrique, de quoi va parler justement Madame Salma Malika Haddadi? Comme je disais, Mahdi, l'Algérie est une diplomatie crédible, respectée en Afrique depuis très longtemps, parce que l'Algérie est aimée aussi, parce que l'Algérie a gardé le même axe. Vous l'avez vu, on voit M. Benjamin, représentant de l'Algérie au sein de l'ONU, comment l'Algérie a fait fonctionner beaucoup de dossiers, notamment en faveur du peuple palestinien, au moment où une partie du monde paraissait ignorer les crimes commis par l'entité sioniste. Il y a beaucoup de dossiers pour l'Afrique, parce que là, l'Afrique va siéger l'Union africaine au sein du G20. Il y a des dossiers qui attendent l'Afrique par rapport, par exemple, à des dossiers pour réduire le fossé informatique ou numérique. L'Afrique est en retard par rapport aux autres continents. La question, on en parlait tout à l'heure, de la sécurité hydrique, bien qu'il y a de l'eau en Afrique, mais parfois, l'eau est mal exploitée. Il est question de l'agriculture aussi. La candidature d'un pays africain au siège de membres permanents aux Nations Unies, peut-être ? Absolument. Ce dossier est aussi important parce que l'Afrique veut, et ce n'est que justice, avoir 2 postes
permanent au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. À ce jour, le continent africain n'est pas représenté, et aussi avoir plus de postes au sein comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc il y a quand même beaucoup de dossiers lourds que Mme Haddadi va bien sûr bouger avec d'autres responsables de la Commission africaine pour rattraper un certain retard diplomatique de l'Afrique. Gamal, il y a également le fléau du terrorisme. J'allais dire un truc important par rapport à ces questions africaines, c'est que elle a été nommée et élue, c'est très bien, parce qu'on sait qu'il y a un référentiel par rapport à l'antiterrorisme. Mais surtout, l'Afrique, aujourd'hui, est devenue un véritable enjeu international. Malheureusement, on a un retour de guerre froide qui dit pas son nom depuis 2022. Le retour de la guerre froide avec les Russes d'un côté et les Chinois, de l'autre côté, le bloc occidental. Et il se trouve que pendant la guerre froide, l'Afrique était celle qui payait le plus lourd tribut de ce conflit. Par guerre interposée, par proxy, par influence extérieure, et des guerres à n'en plus finir, c'est l'Afrique qui les a le plus subies. Pourquoi ? Parce que l'Amérique du Sud était relativement pacifiée, parce que l'Asie c'était pareil, et parce que l'Afrique malheureusement en a fait les frais. Donc le fait que l'Algérie arrive, elle parle de quoi ? Elle parle de sécurité, elle parle de sécurité économique évidemment, elle parle de sécurité hydrique évidemment, ça va de soi, parce qu'il y a des guerres de l'eau qui peuvent arriver, elle parle de sécurité de la population, à savoir faire en sorte qu'il n'y ait plus l'alimentation en armes, ça a été dit à l'instant, les enfants soleils, tout ce qu'on a connu, tous ces maux qui ont frappé l'Afrique, il faut tout faire effectivement pour échapper à ça. Je pense qu'elle sera bien placée pour cela et je pense que d'abord elle est en poste, c'est quelqu'un qui connaît ses dossiers et qui fera bien le travail. Merci Gamal. Mesdames et messieurs, on revient dans quelques instants. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre pour ce débat. Nous avons donc le plaisir et l'honneur de recevoir son Excellence Monsieur l'ambassadeur d'Italie en Algérie, Monsieur Alberto Coutillo. Bonsoir. Ramadan Karim, bonsoir à vous tous et aux téléspectateurs. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté, Monsieur l'ambassadeur. Alors, vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, pour cette partie, nous allons donc parler de coopération. Cette fois-ci, donc, c'est l'axe Alger-Rome que l'on s'intéresse. C'est à cet axe que l'on s'intéresse. Alger-Rome qui jouissent donc d'une relation privilégiée qui ne date pas d'hier et qui ne cesse de se consolider, notamment au niveau économique. Mohamed Ouali Ben Chaban nous en parle. Les relations économiques entre l'Algérie et l'Italie se renforcent chaque année de manière significative, consolidant ainsi l'axe Alger-Rome. L'Italie est désormais le premier marché pour les exportations algériennes, représentant 24,4% de ses exportations. Les échanges incluent principalement les hydrocarbures, soulignant l'importance de ce marché pour l'Algérie. En matière d'investissement, l'Italie a renforcé sa présence en Algérie ces dernières années, notamment grâce à un projet stratégique de production de blé d'une valeur de 420 millions d'euros. En 2024, l'Italie se classe parmi les principaux fournisseurs de l'Algérie avec une part de marché de 6,6%. Cette position découle de la diversité de l'offre italienne qui couvre de nombreux secteurs. En 2023, le volume des investissements directs étrangers italiens en Algérie a atteint 8,53 milliards d'euros, tandis que ceux de l'Algérie en Italie se sont élevés à 587 millions d'euros. Entre janvier et novembre 2024, les échanges entre l'Algérie et l'Italie ont atteint 12,5 milliards d'euros, soutenus par des investissements italiens dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et de l'agroalimentaire. Le secteur énergétique, notamment avec la présence d'Eni, continue de jouer un rôle central dans cette collaboration stratégique. Ces chiffres illustrent parfaitement l'essor des relations commerciales entre l'Algérie et l'Italie, grâce à la diversification des secteurs et à la complémentarité des marchés. Ces échanges prospères ouvrent la voie à une coopération encore plus approfondie. Voilà, c'était donc un sujet réalisé par Mohamed Ouali Ben Chaban. Monsieur l'ambassadeur, comment est-ce que vous définissez aujourd'hui la relation, la coopération qui lie Alger et Rome ? C'est une coopération très riche, très dynamique, comme le service le disait bien. Et je pense que le phénomène récent, parce que cette coopération a toujours existé, mais le phénomène récent, c'est cette entente au niveau politique. Nous avons eu une succession de visites de haut niveau. Monsieur le Président Tebboune a été en Italie, Monsieur le Président Mattarella a été ici. Tous les premiers ministres italiens, depuis quelques années, viennent régulièrement en Algérie. Et puis au niveau des ministres, ça continue. Ça fait 1 an que je suis là et j'ai déjà reçu 6 ministres italiens. Donc tous les 2 mois, à peu près, il y a une visite au niveau ministériel. Et ça donne un élan, ça donne une impulsion politique aux relations que j'estime essentielle pour progresser.
Il y a un traité d'amitié lié en Algérie à l'Italie depuis 2003, un traité d'amitié, de coopération, de bon voisinage. D'ailleurs, l'Algérie, c'est parmi les rares traités que l'Algérie a avec un pays étranger. Plus de 20 ans après, quelle évaluation faites-vous? Est-ce que les relations vont se densifier un peu plus? On a vu dans le sujet que l'Italie est devenue un partenaire privilégié en matière commerciale, et l'Algérie, je pense qu'elle est le premier, sinon parmi les premiers partenaires de l'Italie en Afrique actuellement. Donc comment c'est la perspective de ce traité? C'est un très beau traité, d'ailleurs il faut le lire parce qu'il y a des mots que je trouve très, très actuels, surtout il est basé sur la égalité parfaite entre les deux parties et le respect des politiques intérieures qui ne font pas partie de l'ingérence d'un côté et de l'autre. Et c'est un sujet que je pense est toujours actuel. Et c'est un traité qui a été la source, disons, de beaucoup d'énergie pour améliorer les relations bilatérales et qui est toujours valable à ce fin-là. Je pense qu'il faut remercier les politiciens d'il y a 25 ans qui ont signé cet accord. C'est vraiment la base, la pierre angulaire de nos relations. Mais évidemment, il faut s'adapter aux défis du présent et du futur. Et je pense que la coopération énergétique, ça reste le pivot, disons, de cette coopération, mais on commence à créer des synergies avec l'énergie, donc l'industrie mécanique, par exemple, l'agriculture, et donc tout ça promet un ultérieur développement de ces relations économiques. Quels sont justement les secteurs, au-delà de l'énergie, de l'agriculture, des infrastructures, quels sont les secteurs que vous voulez développer, que vous voulez investir en Algérie? Mais certainement, donc je disais l'énergie, il faut rappeler que dans ce pays, il y a beaucoup de sociétés étrangères, mais la plus grande société en termes d'investissement et de services, je disais, 8 milliards 8,5 d'euros d'investissement, c'est important. Une bonne partie, c'est Eni, la société énergétique italienne, qui est le premier producteur étranger en Algérie. Et donc le gaz, surtout qu'Eni produit, une bonne partie, il va dans le gazoduc Enrico Mattei, qui depuis 1983 relie l'Algérie à l'Italie. Et c'est physiquement, on a mis les deux continents en contact, parce qu'il y a la mer, mais donc maintenant il y a le gazoduc qui nous unit. Et je pense que dans l'énergie, on va continuer. Mais l'hydrogène vert notamment. Voilà, et on va aussi élargir à d'autres types d'énergie, au-delà du gaz et du pétrole. Vous avez évoqué justement l'hydrogène vert. Il y a aussi un projet de faire de l'électricité verte ici, et puis la transmettre par des câbles électriques sous la mer. C'est un projet qui s'appelle Medlink, qui voit Eni impliqué à nouveau. Donc je pense qu'il y a des perspectives très, très fructueuses dans le secteur de l'énergie. Monsieur l'ambassadeur, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Rome souhaite devenir le premier partenaire commercial de l'Algérie, une sorte de pont économique, comme vous le disiez, donc entre l'Afrique et l'Europe? Nous n'avons pas un objectif spécifique. Nous voulons développer les relations dans tous les domaines. Évidemment, on est le premier client de l'Algérie. Donc l'année passée, on a importé pour plus de 11 milliards d'euros. Et on a exporté seulement pour 3,9. Donc évidemment, on a l'ambition de réduire un peu ce gap en augmentant les exportations italiennes. Mais ce n'est pas ça vraiment l'objectif. L'objectif, c'est de créer vraiment des partenariats industriels, surtout de produire ensemble, parce que l'Algérie est un tremplin vers l'Afrique. Donc je pense que c'est normal que l'Italie, qui est le sud de l'Europe, soit le premier pays qui essaye d'utiliser ce tremplin pour développer ses relations avec tous les pays africains. Moi, lors du sommet du G7 à Paris, du 13 au 15 juin 2024, tout le monde a remarqué, je pense que mes collègues ici également ont remarqué l'entente, le respect, la considération mutuelle entre Giorgia Meloni et le président Abdelmajid Tebboune. Est-ce que ces deux personnes ne sont pas, on va dire, les mêmes dirigeants? C'est-à-dire qu'ils protègent d'abord leurs ressortissants et ils protègent leur pays avant toute chose. Est-ce qu'ils n'ont pas la même direction politique en quelque sorte? C'est une question vraiment très, très sincère parce qu'ils s'entendent sur énormément de sujets. On voit que leur entente, ça résulte justement de ces résultats actuellement, que ce soit sur le plan de vue économique ou sur le plan de vue culturel ou sur le plan de vue social. Et nous voyons la nouvelle
la nouvelle, comment dirais-je, la nouvelle entente entre ces deux pays ne fait que s'accroître avec le temps. Donc est-ce que justement du fait qu'il y a cette association au plus haut sommet de l'État, est-ce que ça ne peut faire que avancer et dérouler les choses sur tous les systèmes, quels qu'ils soient, sur la relation bilatérale? Oui, je pense que les relations personnelles sont importantes. Et donc on se réjouit qu'elles soient si bonnes entre disons, le président Tebboune et non seulement Mme Meloni en tant que Premier ministre, mais aussi le président Mattarella. Il y a une entente vraiment pas commune, pas normale. Voilà, c'est ça en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de plus que les autres. Moi, c'est ce que j'ai ressenti, et je pense qu'un bon nombre de concitoyens, qu'ils soient italiens ou algériens, monsieur l'ambassadeur, ont ressenti justement cette sorte de main dans la main, voilà, vraiment une connivence entre eux où ça allait, c'était naturel, c'était pas quelque chose de recherché. Vous savez, les politiques, on le sait tous, monsieur l'ambassadeur, sont très généralement assez hypocrite, mais on voyait que c'était sincère, qu'il y avait vraiment une sincérité des bonnes relations. Donc il y a une amitié, c'est pas de la qui s'est créée, en fait. que ce soit avec le président du Conseil ou avec la chef du gouvernement. Tout à fait. Et je vois la même dynamique à tous les niveaux. Moi, je suis toujours accueilli avec énormément de sympathie que je ne mérite pas personnellement. En tant qu'Italien, évidemment, il y a une prédisposition positive, je trouve. Et on me rappelle toujours que l'Italie a toujours été à côté de l'Algérie. Bon, disons, le passé compte. Et je pense que la première chance que nous avons, c'est que on n'a jamais eu de gros différends. Il n'y a jamais eu de disputes entre l'Italie et l'Algérie. Donc, c'est ce qui permet d'accumuler les relations positives sans ombre, sans problème. Parce que l'Italie a soutenu l'Algérie durant la guerre de libération nationale. Vous avez évoqué Enrico Mattei, qui a soutenu d'ailleurs le combat des Algériens contre le colonialisme français. Et il y a aussi le soutien de l'Italie dans les années 90, lorsque l'Algérie souffrait de terrorisme, de violence, où on a tenté d'isoler l'Algérie qui combattait avec courage le terrorisme. L'Italie est restée en Algérie. D'ailleurs, la compagnie italienne n'a pas quitté l'Algérie, contrairement à d'autres compagnies. J'ai parlé de Mattei, le plan Mattei pour l'Afrique. Quelle est la place de l'Algérie dans son plan évoqué par Mme Giorgia Meloni lors de la conférence Italie-Afrique en 2024 ? Donc le plan Mattei, c'est un plan stratégique. L'Italie a finalement, je dirais, parce que c'était quelque chose qu'on aurait dû faire plus tôt, a identifié l'Afrique comme un objectif stratégique majeur. Et donc on a lancé ce plan Mattei qui veut développer avec tous les pays africains. Bon, on a commencé par 9 pays, évidemment, on ne peut pas faire tout ensemble, mais bon, l'Algérie étant évidemment un de ces 9 pays. Pour créer des partenariats gagnant-gagnant, parce que l'approche est de demander aux différents pays quelle est pour eux la priorité qu'ils voudraient développer avec l'Italie. On ne peut pas tout faire, évidemment, mais il faut choisir ensemble les secteurs, les activités à lancer. Et le président Tebboune a pris très à cœur ce plan Mattei, et il veut que l'Algérie ne soit pas seulement, disons, bénéficiaire, mais soit partenaire à part égale avec l'Italie de ce plan. Un allié stratégique. Un allié stratégique. Et on travaille, je ne peux pas trop dire parce que ce n'est pas encore bouclé, mais sur un projet d'un centre de formation, de recherche et d'études dans le domaine agroalimentaire de très haut niveau, et qui serait donc partagé 50% pour l'Italie et 50% pour l'Algérie en termes des coûts, de gestion, de tout ça, mais ouvert à tous les Africains. Donc ce n'est pas que pour les Algériens. On veut améliorer à travers ce centre la manière où l'Afrique exploite ses ressources agricoles, les transforme en produits industriels, et je crois que l'Italie a un certain savoir-faire qu'il veut partager dans ce domaine. Moi, j'ai envie de parler d'un aspect, le plan Mattei, il faut l'expliquer rapidement, c'était un plan qui partait sur la base de l'énergie. Le problème aujourd'hui en Afrique, c'est qu'il y a 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'énergie, n'ont pas d'électricité. Or, la structuration de l'économie moderne, c'est l'énergie, c'est l'électricité évidemment. Donc il y a les énergies renouvelables, mais en Afrique, on n'est même pas au stade de l'énergie primaire de base, à savoir l'énergie électrique ou hydroélectrique. La question de l'Italie par rapport à l'Algérie, d'abord, c'est deux grands pays qui se font face en Méditerranée, qui collaborent très bien. Ensuite, vous l'avez dit, Enrico Mattei, c'est un anticolonialiste, donc il a fait le travail, et donc il y a une mémoire collective qui s'est installée. Mais surtout, j'ai envie de dire simplement, c'est que
pour pousser le bouchon. Je vois que l'Italie fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là, Fiat, l'exploitation des fermes agricoles dans le sud, enfin tout un tas de plans très structurants et importants. Je pense que l'intérêt des deux pays, effectivement, en voyant l'Algérie comme une porte d'entrée sur le marché africain, c'est de faire de la colocalisation, de la production à deux, de faire en sorte qu'il y ait des transferts de compétences, de technologies, des deux côtés, je veux dire. Et qu'est-ce que vous pensez des futures options que peuvent offrir l'Italie à l'Algérie par rapport à ces problématiques que malheureusement un autre pays aurait pu faire mais n'a pas pu faire? Disons, on est assez occupé à travailler sur les domaines qu'on a dit, l'énergie, donc dans le développement aussi de ce qui existe déjà, mais aussi l'ouverture vers ces nouvelles énergies. L'hydrogène, c'est un peu encore un point interrogatif. On n'a pas à présent des exploitations industrielles significatives, donc on va lancer peut-être le premier projet viable d'envergure entre l'Europe, parce que le projet implique aussi l'Autriche et l'Allemagne et l'Algérie. Puis on a évoqué l'agriculture et donc la recherche, la formation du personnel. Je pense qu'il faut travailler vraiment à 360 degrés. C'est pour mettre en œuvre le plan Mattei que, je disais, il y a des visites des ministres tous les mois ou tous les 2 mois. Bon, il est venu le ministre de l'Université de la Recherche, parce que ça, c'est aussi le cœur du plan. Il faut mettre ensemble le savoir-faire pour progresser. Il est venu le ministre de l'Éducation et de la formation professionnelle. Ils ont toujours signé des accords qui sont déjà opérationnels. Et puis récemment, au mois de janvier, le ministre de la Culture, parce qu'il ne faut pas oublier l'aspect culturel. Je pense que c'est un point fort de notre relation bilatérale. Évidemment, on pense à l'archéologie de l'époque romaine, bon, ça, mais ce n'est pas que ça. Bon, il y a plus que ça. Il y a aussi le cinéma. Il y a le cinéma. La Ils vont signer bientôt, parce qu'on a voulu attendre le sommet bilatéral qui va avoir lieu à Rome cette année. À cette occasion, ils vont signer l'accord, mais il est déjà prêt. Et ça, je pense, va booster les coproductions. Ça se faisait aux années 60 et 70 avec, je dirais, beaucoup de succès. Donc, on espère pouvoir reprendre cette tradition. Cette tradition et cette coopération, parce que l'Italie, beaucoup de films algériens ont eu la post-production plutôt en Italie, parce qu'il y a des laboratoires, il y a des coopérations avec la Cinémathèque. Donc, l'accord de coproduction va être mis en exécution bientôt. Oui, disons qu'ils auraient pu le signer déjà au mois de janvier, mais bon, les premiers ministres ont voulu que ce soit à l'occasion du sommet bilatéral pour donner encore plus de visibilité à la présence du président Tebboune et de Mme Meloni. Et je pense que ça va être bientôt à Rome et ça va être un moment important aussi pour relancer encore plus efficacement les relations bilatérales. Monsieur l'ambassadeur, pardon Mehdi, je vous redonne la parole dans quelques instants. Au-delà des domaines économiques, vous avez également évoqué donc la coopération culturelle, etc. La coopération algéro-italienne se distingue également par une forte dimension diplomatique. Il faut insister là-dessus, je pense, monsieur l'ambassadeur. L'Algérie, donc, en tant que puissance régionale, et l'Italie en tant qu'acteur clé en Méditerranée. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage? Oui, volontiers. Il y a 2 semaines, notre ministre des Affaires étrangères et vice-premier ministre était ici, M. Antonio Tajani, et il s'est entretenu avec son homologue, le ministre Attaf, et il a eu une audience avec M. le Président. Et on a parlé beaucoup des défis régionaux, notamment le Sahel. C'est un sujet qui est prioritaire pour l'Algérie, évidemment, qui est tout juste à côté, mais aussi pour l'Italie, surtout sur le plan migratoire, parce qu'on sait bien que beaucoup des personnes qui essayent d'échapper aux conditions difficiles où ils vivent dans leur pays essayent d'arriver en Europe et ils le font ou bien par l'Espagne ou bien par l'Italie. Et donc on a décidé qu'il faut renforcer la coopération bilatérale pour mieux connaître et échanger sur le Sahel, donc d'avoir des consultations régulières au niveau de fonctionnaires pour être toujours sur la même page sur le plan bilatéral, mais aussi dans les Nations Unies, dans les assises multilatérales, parce que c'est un sujet que demande l'effort collectif de tous les pays de la région. Et je pense que l'Algérie a un rôle capital à jouer dans la stabilisation du Sahel.
l'Algérie a un rôle capital à jouer dans la stabilisation du Sahel, comme le dit M. Tout à l'ambassadeur. fait, tout à fait. Si vous permettez juste, Nouad, avant de commencer, en diplomatie, il faut être rigoureux et très puriste sur les qualificatifs et sur les termes. Moi, j'emploierais plutôt bonne entente, une entente parfaite, complémentarité, une proximité que de connivence, parce que connivence, ça peut avoir des connotations négatives, et c'est pas le moment de nourrir des polémiques, n'est-ce pas? Donc, je reviens sur votre question, effectivement. Je pense qu'il faut revenir un peu aux fondamentaux, à savoir la source de cette entente parfaite entre les deux pays. Vous savez, elle est nourrie par d'abord l'histoire qu'on partage ensemble, et ça a été évoqué tout à l'heure, notamment sur cette entraide, cette solidarité de l'Italie au moment où tout le monde a tourné le dos à l'Algérie, pendant la Révolution, y compris post-révolution, post-indépendance, puisque Eni, vous l'avez rappelé, Votre Excellence, elle a pu permettre l'accessibilité de la technologie de l'exploration gazière à l'Algérie pendant que certains lui ont tourné le dos, donc ce qui a permis notamment in fine aussi de, pourquoi pas, nationaliser ces hydrocarbures et rentrer dans je dirais l'aura et surtout le concert des nations producteurs de gaz, puisque l'Algérie aujourd'hui, et je parle sous votre contrôle, répond à plus de 39% des besoins en gaz pour l'Italie. Donc effectivement, et puis on a aussi un présent et surtout un avenir commun. Et je pense qu'il est illustré aujourd'hui par la volonté des deux pays, illustré par les deux présidents respectifs, mais surtout aussi par un autre aspect qui est fondamental en diplomatie, c'est le respect mutuel. C'est aujourd'hui, cette feuille de route s'articule autour d'ambitions et je dirais, de projets respectivement respectueux des uns et des autres, mais surtout aussi qui répondent aux besoins des deux pays. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Votre Excellence, nous avons affaire à deux mastodontes, chacun dans son continent, respectivement, à savoir l'Italie, portail de l'Europe, et l'Algérie, portail de l'Afrique. Donc il y a je dirais, échange gagnant-gagnant, encore une fois, dans un contexte win-win, mais surtout dans un contexte de respect mutuel. Et l'Italie ne cherche pas, et je pense que c'est le secret aussi aujourd'hui de ces relations, même avec d'autres pays, mais peut-être avec l'Algérie, puisque c'est un acteur stratégique, et je reviens sur votre question, Nouad, c'est qu'il y a... L'Italie ne cherche pas de condescendance, ne cherche pas d'avoir une ascendance, ne cherche pas d'avoir de domination, notamment sur les pays, qui plus est quand on parle de l'Afrique, hein, avec l'aspect colonial et néocolonialiste. Donc l'Italie, j'ai envie de vous dire, a tout compris, effectivement, à l'ère nouvelle, notamment, à savoir comment créer, comment élaborer, comment construire des relations bilatérales avec des pays, dans le respect. Et je pense que l'Algérie lui rend bien, puisqu'effectivement, l'Algérie, ça tombe bien, elle a une feuille de route ambitieuse, audacieuse, à la hauteur notamment de la vision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et il s'avère que l'Italie, effectivement, est un partenaire qui est prêt à ouvrir cette technologie, ce savoir-faire, ce transfert des technologies, notamment, vous l'avez dit, sur les énergies renouvelables, sur la transition énergétique, mais pas que, pour aussi accompagner encore les deux pays, puisque leur essor est intimement lié à travers justement cette histoire commune. Monsieur l'ambassadeur, comment est-ce qu'est perçue cette relation qui lie donc l'Algérie et l'Italie de l'autre côté de la Méditerranée, notamment au sein de l'Union européenne? Nous sommes, disons, toujours prêts à jouer un rôle de facilitateur. L'Italie souvent se trouve dans la position d'être le pays le plus proche aux pays du Sud. Et donc, quand il y a des problèmes, on essaie toujours de faciliter la solution. D'être médiateur. D'être médiateur. Mais je pense que l'Algérie va se débrouiller toute seule, donc c'est pas nécessaire. Mais si je peux revenir sur le respect mutuel, qui est effectivement l'expression clé, j'ajouterais aussi la confiance. Et il y a un détail révélateur dans la visite de M. Tajani. Il a remercié le président Tebboune pour les exportations de gaz vers l'Italie et il a dit comme ça on est autonome. Donc dans sa tête, le fait que le gaz soit algérien, ça veut dire on est confiant à 100%. C'est pas une dépendance. C'est pas une dépendance, c'est comme si c'était le nôtre. Et j'ai trouvé ça vraiment significatif. Parce que l'Algérie est un partenaire fiable aussi, et il a toujours fourni le gaz d'une manière régulière pour le continent européen. Je voulais vous poser une question par rapport à ça a été posé, la question, mais pour approfondir, la question du dialogue stratégique, parce qu'entre Alger et Rome, il y a un dialogue stratégique qui est porté dans le traité d'amitié de 2003. Quel serait le dossier prioritaire? Parce que je sais qu'il y a un sommet 5+5 bientôt qui va aborder la question du flux migratoire, de la sécurité en Méditerranée, au Maghreb, etc. Est-ce qu'il y a des sujets, justement, des dossiers prioritaires par rapport à ce dialogue? Vous avez évoqué l'immigration. Effectivement, on travaille très bien avec l'Algérie et on a développé cette dimension régionale. Et je vous assure que le rôle de l'Algérie est capital parce que pour mettre ensemble les autres pays, c'est essentiel de compter sur l'Algérie.
Et surtout la migration, on ne peut pas bloquer les phénomènes ici et laisser que de l'autre côté, ça continue comme auparavant. Donc il faut raisonner, œuvrer à niveau régional et ça c'est un partenariat très efficace. Et puis je pense les autres domaines sont surtout économiques. Et là aussi, je pense que l'Italie essaie de pousser une intégration régionale parce que le marché de l'Afrique du Nord est un marché important. Le plus il s'intègre, le plus il va être important pour les pays membres, mais aussi pour l'Europe. Et pour les étudiants, il y a beaucoup d'étudiants qui partent dans un pays en Europe, c'est la France. On n'a pas la cité. Est-ce qu'il y a des demandes par rapport à l'Italie? Parce que je sais que vous êtes, M. Tajani a parlé de l'apprentissage de la langue italienne. Est-ce qu'il y a des demandes d'étudiants pour partir et est-ce que les universités italiennes sont prêtes à accueillir plus d'étudiants dans le futur? Oui, certainement. Ça fait plaisir d'entendre par le président cette demande de plus d'enseignement d'italien en Algérie. En effet, les chiffres montent, mais ils sont encore petits. On a à peu près 16 000 étudiants dans les lycées et 10 000 dans les universités. Mais on veut augmenter sensiblement ces chiffres. Et on a redoublé, donc ça c'est parti du plan Mattei, on a redoublé les bourses d'études. Donc on a plus déjà d'étudiants algériens en Italie, mais ça va continuer, c'est une augmentation qu'on va projeter dans le futur. Et je pense que surtout une fois que le problème de la langue sera résolu, il y aura plus d'Algériens qui parlent italien, il y aura un nombre important d'étudiants dans nos universités. Mais pourquoi créer ce genre, pourquoi justement, monsieur l'ambassadeur, pourquoi pousser justement les Algériens à apprendre l'italien? Pourquoi leur faciliter l'accès aux universités italiennes? Est-ce que ça ne serait pas, par exemple, pour créer une sorte de passerelle entre les deux pays afin de faciliter peut-être le dialogue entre les investisseurs italiens et les Algériens qui sont ici? Nous disons toujours que l'italien est une belle langue. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est vrai, c'est une très belle langue. Donc nous disons, on veut l'apprendre parce qu'elle est belle. Oui. Donc il y a des passionnés du bel canto qui disent, je vais apprendre l'italien pour comprendre l'opéra. Mais bon, évidemment, il y a aussi des raisons un peu plus banales peut-être, mais essentielles. Tout à fait, je pense que le développement des relations économiques passe aussi par une meilleure connaissance de la langue arabe de la part des Italiens, mais aussi de la langue italienne de la part des Algériens. Et ça, c'est un sujet très important. Et en général, nos sociétés sont très contentes de la main-d'œuvre qu'ils peuvent trouver en Algérie parce qu'elle est qualifiée, elle sait ce qu'elle fait. Mais des fois, il y a un peu une barrière linguistique. Les Italiens ne sont pas très doués pour les langues étrangères, donc ils ne parlent pas tous français, anglais, arabe. Et donc, plus de jeunes qui comprennent l'italien, ce sont des personnes qui sont vraiment le pont, qui font la conjonction entre les deux pays. La dernière question est pour vous. Voilà, monsieur l'ambassadeur, pour finir, le meilleur pour la fin. Depuis 2015 jusqu'en 2022, l'Italie a eu une instabilité politique assez importante avec plus de 5 chefs de conseils différents. Et depuis octobre 2022, Giorgia Meloni a été intronisée et elle a créé une sorte de stabilité politique en Italie. Elle va pratiquement aller sur ses 3 ans à la tête du gouvernement italien. Giorgia Meloni qui défend les Italiens et qui défend les Italiens de la dépendance de l'Union européenne. Actuellement, nous connaissons tous les tensions qu'il y a entre certains pays et l'Algérie. Comment est perçue la proximité de l'Italie avec l'Algérie et est-ce que Giorgia Meloni continue à s'affirmer comme étant la patronne de l'Union européenne depuis quelques mois? C'est très sincère comme question, je vous vois sourire, mais c'est très important, parce que c'est l'une des seules chefs de gouvernement qui est appréciée par son peuple et par son électorat actuellement en Europe. Voilà pourquoi ma question est importante. J'espère que ça va durer. Effectivement, dans le passé, l'Italie n'a pas eu cette stabilité, donc c'est un peu nouveau pour nous, mais ça prend très bien. Et je vois que la popularité de Mme Meloni ne cesse d'augmenter, donc
c'est un bon signe. Je pense que l'Europe a pas mal de difficultés en ce moment, mais on arrive quand même à trouver toujours le compromis, la solution. Et je pense que ça sera le cas même avec le grand défi qu'il y a maintenant sur la paix au Mais n'est-elle Moyen-Orient. pas autant appréciée, monsieur l'ambassadeur, parce qu'elle ne courbe pas l'échine devant le diktat de certaines décisions européennes et qu'elle reste, et elle fait passer son pays et ses ressortissants avant le reste? Mais être européen ne veut pas dire ne pas être nationaliste. Donc on peut être les deux. Nous avons la nation européenne, mais nous avons l'Italie, la France et les autres nations. Et on peut être les deux à la fois. Très bien, merci monsieur l'ambassadeur. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Je parle au nom de toute l'équipe. Merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Merci pour Mesdames et messieurs, dans quelques instants, nous aborderons un tout autre sujet. Restez avec nous. Merci à vous de nous rejoindre. Hebdo Show continue. On s'intéresse cette fois-ci à un documentaire sur l'Algérie qui a fait couler beaucoup d'encre cette semaine, intitulé Algérie section armes spéciales. Ce film s'appuie sur des archives et des témoignages d'Algériens et d'anciens soldats français, réalisé par Claire Billet. Le documentaire s'appuie sur les recherches de l'historien Christophe Lafaille et révèle un pan encore méconnu de la guerre de libération nationale. Alors pour en parler justement, Claire Billet est avec nous ce soir. Bonsoir Claire Billet. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors première question, comment vous est venue l'idée de vous pencher sur ce pan de notre histoire commune? Écoutez, l'idée m'est venue par hasard en fait, parce que moi j'ai travaillé très longtemps en Afghanistan, j'étais correspondante de presse là-bas jusqu'en 2013. Et j'avais rencontré à cette occasion l'historien Christophe Lafaille. Et puis quand je suis rentrée en France, j'ai voulu travailler sur la mémoire de la guerre d'Algérie, de la guerre d'indépendance, et je l'ai appelé. Donc c'est vraiment un hasard. Et c'est là qu'il m'a raconté l'objet de ses recherches. Et j'ai trouvé ça aberrant finalement. Enfin, j'étais vraiment moi-même étonnée, ayant fait des études d'histoire, de ne pas avoir su que des armes chimiques avaient été utilisées pendant la guerre d'indépendance. Et surtout, j'ai réalisé que personne ne savait. Et donc, je me suis dit, c'est impossible de ne pas faire un film sur ce sujet. Une omerta complète. Bonsoir Madame Billet, merci d'être avec nous sur le plateau. Une omerta complète qui est depuis 1962 bien classée en secret défense pour ne pas dévoiler les dessous de la sale guerre. Bonsoir, oui, je pense que la sale guerre, elle a de nombreux dessous qui ont été longtemps classés secret défense. Mais je pense qu'aujourd'hui, maintenant, les historiens sont au début de leur travail de recherche. Il y a plusieurs pans de cette guerre, comme la torture, comme les armes chimiques, comme les déplacements massifs de population, qui commencent à sortir. Mais vous savez, entre la France et l'Algérie, il y a de grandes différences. Par exemple, l'usage du napalm est largement connu en Algérie. En France, il y a encore aujourd'hui beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il a été utilisé. Claire, bonsoir. Donc, il y a beaucoup de choses encore à dire, à faire et à partager. Oui, effectivement, Madame Claire, bonsoir. Bonsoir. Il y a eu le protocole de Genève en 1925 qui avait interdit l'usage des armes chimiques et malgré ça, la France a continué de l'utiliser en Algérie jusqu'au début de la fin des années 50. Pourquoi ce recours aux armes chimiques? Et votre documentaire est le premier, il me semble, à la télévision européenne qui aborde cette question. Pourquoi l'armée coloniale, dans vos recherches, l'armée coloniale française, notamment à travers le général Salan, Raoul Salan, que vous citez dans le documentaire, a continué à utiliser les armes chimiques malgré leur interdiction? Mais je pense qu'ils n'ont pas continué, c'est-à-dire qu'ils savaient que c'était interdit. On le voit dans les documents d'archives qu'a retrouvé Christophe Lafaille. Ils savaient que c'était interdit, ils savaient que, rapport aux conventions, ça ne pouvait être utilisé qu'en cas de représailles. Or, le FLN et l'ALN n'avaient pas d'armes chimiques. Donc, sur décision du gouvernement français de l'époque, je le précise parce que je pense que c'est important, et les autorités françaises et le gouvernement algérien à l'époque sur place ont donné l'autorisation, puis les militaires ont cherché des stratégies d'usage de ce qu'ils appelaient à l'époque les armes spéciales, c'est-à-dire le nucléaire, le bactériologique et le chimique. Ils ont fait d'abord une stratégie de test avec plusieurs types d'armes chimiques. Comme vous le savez, il ne s'agit pas que de gaz. Et il y a aussi les armes incendiaires, par exemple. Et ensuite, ils ont trouvé une stratégie qui, eux, en termes tactiques, les intéressait parce que
Ça, pour le coup, vous le savez, mais tous les lieux souterrains, les grottes, les réseaux dans les régions montagneuses, et pas que, à Tolga par exemple, hein, sous une palmeraie, tout ce qui était souterrain était des lieux stratégiques et tactiques pour les combattants résistants algériens. Et donc l'armée française, c'est la stratégie qu'elle a trouvée pour lutter contre les combattants. J'ai eu la chance de voir votre documentaire et une question me taraude l'esprit, Madame Billet. Seriez-vous prête à venir en Algérie pour faire une sorte de partie 2 de suite à tout ça? Parce que votre documentaire est très bien fait, très bien ficelé. Franchement, c'est une masterclass pour moi. Mais je pense que vous n'êtes pas allé plus dans le fond en manque d'éléments supplémentaires. C'est-à-dire que vous avez eu des éléments factuels qu'on vous a présentés par rapport aux divers documents. Vous savez tout aussi bien que moi qu'il y a énormément de documents qui ont été classés, qui ensuite ont même été supprimés pour pas qu'ils ne soient disponibles au public. D'après vous, ne serait-il pas utile pour vous de vous déplacer en Algérie pour vous faire de vous-même votre avis sur les véritables massacres qu'ont causé ces armes de destruction massive? Parce que pour moi, c'est des ADM à tout point de vue. Oui, tout à fait. Le nom a évolué après. En début, ils utilisent armes spéciales et maintenant on dit armes de destruction massive, en effet. Donc c'est bien d'utiliser le terme. Écoutez, je vous remercie. Oui, j'aimerais beaucoup retourner en Algérie. J'y suis allée au mois de juillet dernier. Je vous invite solennellement, chère madame. Sachez-le, vous êtes ici chez vous. Merci, c'est gentil. Nous aimons en Algérie, nous aimons les personnes qui savent déchiffrer et éclairer l'opinion publique de façon tout à fait professionnelle. Écoutez, ce que je peux vous dire, en tout cas, ça me touche beaucoup. Moi, ce qui comptait pour moi, c'est un travail que je pense j'aimerais continuer, mais il est pour moi primordial que les historiens travaillent d'abord pour qu'il y ait un travail de recherche sérieux qui soit fait. Parce qu'on peut vite arriver avec une caméra et c'est pas parce qu'on fait parler d'une personne qu'on montre une stratégie ou un système, vous comprenez? Pour moi, ce qui était important, en tout cas, c'était que les témoins qui sont dans le film, tous, soient contents du film. Et ils le sont tous. Pour moi, c'était important. Ils m'ont remercié. Donc, j'ai le sentiment d'avoir fait utile. Et comme je l'ai déjà dit, pour moi, il n'est pas question de politique, de lutte ou de politique. Il est question vraiment de nous, d'amitié entre peuples et d'amitié humaine. Je pense que les choses doivent être dites, les faits historiques doivent être dits et écrits. Et c'est pour ça que j'ai fait ce travail. De transcrire la vérité dans sa totalité la plus absolue. C'est ça votre rôle. J'essaye. Après, moi, je veux donner de la dignité aux gens, donc je ne vais pas forcément dans les détails les plus crus, comme vous pouvez l'imaginer, parce que les témoignages étaient tous assez rudes. Donc, il y a des choses que j'ai choisi de ne pas mettre parce que c'était un peu trop brutal. Avez-vous subi une sorte d'omerta par rapport à cette diffusion, par rapport à ce documentaire? Avez-vous subi des pressions? Avez-vous subi des... Est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans la réalisation et surtout dans la diffusion de ce documentaire? Oui, je comprends. En fait, si vous voulez, la question de la déprogrammation en France a un peu mis le feu aux poudres. Oui. Moi, j'étais assez mal à l'aise parce que France Télévisions a voulu, en tout cas l'unité documentaire, prendre le film. Ils l'ont acheté, on a travaillé en bonne entente jusqu'au bout. Ils en étaient satisfaits, ils voulaient quelque chose d'implacable. Je pense que le film est là grâce à Christophe Lafaille notamment, principalement d'ailleurs. Grâce aussi à la chaîne RTS qu'il a acheté ensuite, même si la diffusion a eu avant. Et il est vrai que cette déprogrammation a été maladroite pour des raisons d'actualité. Et donc le film a été mis en ligne sur la plateforme de France Télévisions. Claire Billet, est-ce qu'on peut parler de censure aujourd'hui? Non, je ne pense pas. Moi, je n'ai pas suffisamment d'éléments pour dire ça. Je pense que le sujet est sensible, c'est vrai. Et on n'aura jamais... Pour moi, c'est exagéré de dire ça parce que ça déplace la thématique. Si vous voulez, moi, je veux que les gens ils voient le film pour qu'on puisse parler des violences coloniales. Madame Billet, parce qu'en France, elles ne sont pas assez connues. Madame Billet, comment vous expliquez que France Télévisions, l'unité documentaire, produise le film, participe au financement, et après, elle ne le diffuse pas? Comment vous appelez ça? Ouais. Non, je ne peux pas vous l'expliquer, mais moi, en tant que journaliste, il m'est arrivé à plusieurs reprises de changer mon fusil d'épaule quand je travaillais sur un sujet et que tout d'un coup, un fait d'actualité arrivait. Et là, il se joue pour l'Europe en ce moment, entre les différents États européens face à l'influence de Poutine et les nouvelles alliances avec Trump, avec l'Ukraine, j'entends. Vous
comprenez, mais j'entends aussi la sensibilité du sujet. Voilà. Après, France Télévisions nous a dit qu'il le diffuserait au mois de juin. C'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, j'en sais pas plus. Et moi-même, n'étant pas à leur place, je ne peux pas me permettre de parler pour eux. Donc d'après vous, Madame Billet, ce n'est pas de la censure, c'est juste une sorte de, on va dire, on va le remettre de côté, on le met de côté le temps que les relations s'apaisent entre les deux pays. Est-ce que pour vous, en tant que journaliste, avec la déontologie qu'on connaît du journalisme, est-ce que à peu près 70 ans après, 80 ans après ces utilisations d'armes de destruction massive, c'est pas 3 mois ou 6 mois qui vont faire la différence, honnêtement? Oui, si vous voulez, moi, ce que je disais d'ailleurs, oui, non, mais après, moi, je suis pas, vous savez, France Télévisions, c'est une très, très grosse machine, avec beaucoup de gens à l'intérieur, donc c'est difficile de savoir. Et c'est difficile de comprendre le fonctionnement, surtout quand on est à l'extérieur. Mais j'ai déjà dit plusieurs fois que je pense que le film sorte maintenant, dans 6 mois, qu'il soit sorti il y a 2 ans ou il y a 5 ans, je ne sais pas si ça aurait été plus simple. Parce qu'en France, on a vraiment une fracture sociale, parce que la guerre d'Algérie a touché énormément de gens. Bien sûr. Que ce soit les appelés, les acteurs, les tortionnaires, les victimes en Algérie, les combattants, les résistants. Il y a des résistants algériens qui sont en France aujourd'hui. Il y a des pieds noirs, il y a des harkis. Il y a aussi des anciens du FLN, vous comprenez. Donc en fait, c'est très, très, très sensible. Et je vous avoue que moi, ce que je ne mesurais pas, c'est que ça l'était encore. Voilà. Ouais. Allez-y, gamin. Oui, bonsoir. Je voulais juste vous témoigner 2 choses. La première, d'abord, c'est qu'historiquement, la censure, parce qu'on parle de ça depuis tout à l'heure, a déjà existé. Le documentaire d'Yves Courrière, par exemple, qui avait été déprogrammé en 72, avait été arrêté, censuré par l'État, pour des raisons que vous avez bien compris. Ensuite, Pierre Vidal-Naquet disait quoi? Il disait qu'il fallait regarder l'histoire en face pour pouvoir enfin dépasser ses passions. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est en plein dedans. On est dans une période difficile, vous l'avez bien compris. On peut imaginer qu'il a été déprogrammé pour des questions politiques qui semblent assez évidentes, mais au-delà de ça, je vais vous faire un témoignage personnel parce que j'y tiens. Vous avez parlé tout à l'heure de ces fameux bidons spéciaux. C'est comme ça qu'ils étaient consacrés par Yves Courrière. Ces bidons spéciaux, sachez que dans ma famille, mon père a été victime de cela. Ils étaient 3, jeunes, ils n'avaient pas 18 ans. Et dans les montagnes de Gigel, ils ont été bombardés par cette fameuse armée coloniale française. Et on fait bien distinction entre la France et l'armée coloniale. C'est 2 distinctions qu'on fait parce que l'armée coloniale répond à des ordres coloniaux qui ont massacré les populations civiles. Mon père, j'ai toujours connu, quand on est allé à la plage, avec ses jambes brûlées. Et pour vous faire un descriptif rapide, il a été brûlé par du napalm, donc c'est bidon spécial, c'est du napalm, arme prohibée évidemment, sauf peut-être dans les pays du Sud, et ses jambes se sont fusionnées. Et c'est un médecin algérien du FLN qui a réussi à lui retirer les chairs pour qu'il puisse avoir l'usage de la marche. C'est vous dire un peu la violence qui a été faite. Il a perdu un frère dans cette affaire et un ami qui ont brûlé sur place parce qu'il a eu la chance, vous imaginez la chance, de voir le bidon exploser suffisamment près de lui pour qu'il ne soit brûlé qu'au niveau des jambes. Le reste en fait le travail. Donc je vais dire simplement, c'est quand on parle d'armes de destruction massive, je rappelle aussi que dans le Rif, Pétain, le héros de Verdun et le barbare de 40, a bombardé 200 000 civils rifins du Maroc au gaz moutarde. Donc tous ces éléments-là ont toujours un écho. On a vu dans le Vietnam, l'agent orange. Chaque fois, les gens du Sud sont bombardés par des gaz et par des armes de destruction massive en l'occurrence, car c'est une destruction de masse. Je pense que si vous vouliez pousser le bouchon un peu loin, je suppose, c'est difficile, parce que c'est difficile en ce moment, il faudrait aller jusqu'au bout de cette démarche, à savoir qu'il faut dénoncer toute cette barbarie post-coloniale, néocoloniale ou coloniale, qui a consisté à déshumaniser les êtres, à les tuer, à les massacrer comme des animaux. Je ne vais pas parler de ce qui se passe à Gaza, le dénoncer pour rapprocher les peuples. Parce que vous avez raison sur un point. Si les peuples comprennent leurs histoires communes, il y a des douleurs de chaque côté, mais enfin les douleurs du côté des colonisés sont plus importantes. S'ils comprennent ce qui s'est passé, et vous l'avez découvert que récemment, ils vont commencer à avoir une perspective différente et comprendront la douleur muette. Quand je vous parle de cette histoire avec mon père qui a été brûlé au napalm, je ne l'ai jamais raconté à personne. C'est la première fois que je le raconte. Il fait partie de ces centaines de milliers d'Algériens qui ont été brûlés et tués au napalm. Donc il serait intéressant de rappeler que ces douleurs ont existé et ça n'a pas empêché mon père d'épouser une Française. Donc la haine qu'on veut donner aux Algériens n'existe pas. La haine qu'on avait, c'est le colonialisme et uniquement le colonialisme. Oui, mais en fait, si vous voulez, ça rejoint tout à fait mon propos. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi et j'ai été élevée... C'est-à-dire que c'est pas forcément dans les livres d'histoire à l'école que j'ai appris la guerre d'Algérie. La guerre d'indépendance, mais en France, on dit guerre d'Algérien. Moi, c'est à travers ma famille et les engagements politiques, tout simplement. C'est-à-dire que moi, j'ai été élevée, et c'est ce que je mets en avant dans mon travail en tant que documentariste, j'ai été élevée à ne pas accepter les injustices.
Et c'est ce que j'essayais de montrer un peu dans le film parce que j'avais un temps court, mais pour moi, c'était important de montrer cet extrait du protocole de Genève. Je ne sais pas si vous avez vu, où il y a écrit l'accord entre peuples civilisés. Donc, je n'ai pas réussi à avoir de témoignage là-dessus, mais je voulais l'avoir à la fin du film, parce que moi, je pense que si nous l'avons fait, nous, et là je parle en tant que l'État français, donc c'est pas le nous, c'est le nous collectif, si vous voulez. En plus, moi, j'ai la chance d'avoir personne dans ma famille qui a été ni acteur ni victime de la guerre d'Algérie. Je pense que ça a été fait parce qu'on considérait évidemment les colonies, les peuples colonisés et l'Algérie, sachant que c'était territoire français en plus, pire encore, on les considérait comme non civilisés. Mais je pense que le fond du problème dont personne n'arrive à parler, c'est que l'usage des armes chimiques a été rendu possible par le fait colonial et le racisme, vous voyez. Et je pense que c'est des choses qu'on ignore beaucoup encore en France. Et ce que vous racontez de votre vie familiale me trouble beaucoup et j'en suis vraiment désolée. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans votre situation. Le napalm, en fait, c'est tellement énorme en Algérie, tellement méconnu en France. Moi, j'ai voulu montrer la stratégie de l'usage du CN2D, mais ça me semblait impossible qu'on n'entende pas le mot napalm dans le film. Qu'on a eu un échange à ce sujet parce que j'ai rencontré 2 anciens combattants qui ont été blessés au napalm, qui ne sont pas dans le film. Mais il fallait au moins qu'on puisse l'entendre. Voilà. David, moi, je tiens juste à vous rendre hommage d'abord et puis vous remercier pour votre travail de fond que vous avez mené. Un travail documenté, très technique, mais surtout aussi très objectif. Dans le sens où vous êtes ce que j'ai qualifié de passeur de mémoire. Vous êtes au fait ces garants de l'histoire notamment, pour montrer les vraies facettes notamment du colonialisme. Et c'est très important ô combien aujourd'hui, y compris dans la société française, pour pouvoir apporter ce travail de conscientisation de l'opinion française. Puisque vous l'avez à juste titre rappelé, ce n'est pas dans les livres pédagogiques notamment, que ce soit à l'école, qu'on apprend ce type de facettes, on va dire, noires du colonialisme et surtout du projet colonialiste qui aujourd'hui démontre à travers votre reportage toute la brutalité notamment de ce projet colonial. Moi j'aimerais juste tout simplement, à travers votre documentaire, poser cette question qui peut paraître profonde, mais en même temps qui est peut-être révélatrice et qui nous permettrait à terme d'avancer sur ce débat mémoriel, ce devoir de mémoire, mais surtout aussi ce travail d'histoire, aux côtés des historiens notamment, d'une manière dépolitisée. Pensez-vous aujourd'hui que le roman national français est prêt à être revu, effectivement, pour intégrer ce type d'apport, notamment de travail, que ce soit le vôtre ou des historiens qui aujourd'hui s'attellent à travailler pour justement montrer le vrai visage du colonialisme? Écoutez, moi j'aime à croire que si on fait ce travail-là, c'est parce que justement à un moment ou à un autre, ça va changer ce qui est écrit dans nos livres d'histoire. Donc je sais pas, mais en tout cas j'en ai l'espoir, oui. Je pense que c'est important de savoir de quoi est fait notre passé. Et c'est pour ça que les archives sont si importantes d'ailleurs. Ça peut paraître un peu rébarbatif, mais c'est un droit en France, c'est un droit qui date de la Révolution, c'est un droit citoyen qui permet aux gens à un moment ou à un autre de savoir ce qui a été fait en leur nom. Et donc j'espère que ce travail-là, mais moi j'arrive, vous l'avez d'ailleurs précisé, j'arrive à un petit moment dans toute cette histoire de difficulté à casser le secret défense, et je ne parle pas des travaux des Nodi à plus tard, vous voyez, c'est une longue lignée de gens qui se sont battus, des historiens en particulier, pour que la vérité sorte. Et même pour tout vous dire, Louis Malle avait travaillé sur le sujet, c'est-à-dire qu'en me plongeant sur la question des armes chimiques, je suis allée voir un peu dans les ressources que je pouvais trouver cinématographiques et filmiques. Et je me suis rendu compte que Louis Malle était venu en Algérie avant la fin de la guerre, avant l'indépendance. Il voulait essayer de faire une adaptation, un film qui est l'adaptation d'un livre qui s'appelle La Grotte, écrit par un soldat français. Et quand il a fait ce voyage-là, son assistant à l'époque, c'était Volker Schlondorf, qui a réalisé plus tard Le Faussaire. J'ai échangé avec lui, il m'a envoyé ses notes. Ils ont rencontré un ancien soldat des sections armes spéciales. Et dans son petit carnet, il a décrit un homme qui vient avec une carte, qu'il étale devant lui, qui a l'air fou, avec les yeux injectés de sang. Et c'est un des hommes qui est dans notre film. Ça fait des années que tout est là et que les gens essayent.
mais qui a une réticence, et qu'à force de combats laborieux, quotidiens, des historiens, des chercheurs, c'est quelque chose d'assez rébarbatif, ça sort. Et le travail des journalistes aussi, vous connaissez Florence Baugé, donc je pense que c'est un travail de longue haleine et que je mets une petite pierre parmi d'autres qui vont continuer. Madame Billet, on va vous laisser vous reposer. On sait qu'il est samedi soir et qu'il se fait tard. Merci. La seule chose, merci de votre travail. Et la deuxième, une réponse par oui ou par non. 3 lettres à droite, 3 lettres à gauche. D'après vous, les propos de Jean-Michel Apathy, vous avez connu on va dire la séquence qu'il y a eu sur les 15 derniers jours, les propos de Jean-Michel Apathy qui caractérise l'armée coloniale, qui montre que l'armée coloniale, je précise bien, a effectué la plainte de Radour sur Glane en Algérie. Oui, non, d'après vous, comme ça, on va pas... Oui. Merci Madame Billet. Excellente soirée à vous. Merci à vous. Claire Billet, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci Madame J'espère qu'on aura l'occasion de vous recontacter et que vous serez avec nous sur le plateau une prochaine fois. Merci à vous encore une fois. On continue, messieurs, à parler de cette crise donc, diplomatique qu'il y a entre Alger et Paris, une crise qui s'accentue de jour en jour. Alors, il y a beaucoup d'intox autour de cette crise diplomatique. Il y a beaucoup d'intox, de fausses informations qui circulent lorsqu'il s'agit de l'Algérie, surtout en ce moment, alors que les relations sont de plus en plus tendues. Dernière trouvaille côté français, messieurs, c'est cette affaire d'espionnage. Badis Khnissa, un employé de Bercy, donc du ministère de l'économie, aurait été mis en examen à Paris, soupçonné, je cite, d'avoir livré des informations sur des opposants au régime algérien vivant en France grâce au concours présumé d'une assistante sociale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Un commentaire, Badis. Un petit commentaire, puisque ça relève des niaiseries et notamment des inepties made in Rotaillou. À un moment donné, mais il faut voir aussi dans la chronologie, c'est dans le sillage effectivement de ce travail qui a été fait et défait méthodiquement et systématiquement par justement Bruno Retailleau et même le Rassemblement national à travers son discours qui veut indexer impérativement la sécurité des Français avec l'Algérie. Ouais. Donc l'Algérie, si vous voulez, elle est devenue une affaire de politique intérieure. D'accord ? Et qui plus est, pour jouer sur les peurs et les frustrations des Français à travers cette invention ubuesque, notamment. En tout cas, ils ont beaucoup d'imagination sur cette question d'espionnage. Puis, je l'avais dit, je le répète encore une fois, s'il y a bien quelqu'un qui s'est ingéré dans les affaires de l'autre, je reviens sur l'affaire Amir Abraoui et son exfiltration. Donc là, on est vraiment dans l'ingérence la plus totale. Ouais. Est-ce qu'on en parle ? Mais... Une fois, il semble avoir oublié cette histoire. Tout à fait, mais pas nous. C'est un coup d'épée dans l'eau, dans le sens où ils essayent tant bien que mal, effectivement, d'apporter encore une fois des preuves, encore une fois, qui relèvent de leur propre imaginaire et de leur propre narratif, à savoir mettre l'Algérie au piédestal, mettre l'Algérie notamment sur le banc des accusés. Or, c'est mal connaître l'Algérie, puisque l'Algérie, elle défend le bec et ongle le droit international. L'Algérie défend aussi ses intérêts, ou qui se trouve à travers aussi, y compris la diaspora, puisqu'on a compris qu'à travers cette accusation odieuse, condamnable, c'est aussi la diaspora et notamment la communauté nationale, les binationaux qui sont aussi ciblés, attaqués. Et cela aussi pour peut-être attaquer. Et cela aussi pour revenir un peu à cette question. Rappelez-vous dans le débat public français, il fut un temps où on parlait effectivement de cette déchéance, cette loi notamment pour les binationaux qui travaillent dans des secteurs stratégiques vraisemblablement. Et donc je pense que c'est une manière aussi d'apporter cela sur le débat. Et je n'exclus pas que la prochaine étape, notamment, c'est de mettre sur la table ce débat sur les binationaux. Est-ce qu'ils ont le droit d'accéder à des positions ou des emplois, notamment dits sensibles, ou pas? Et par votre conséquence, c'est pour s'attaquer à l'Algérie. Votre avis sur la rappelle question seulement que, pardon Noureda, pour aller dans son sens, c'est que cette affaire de pseudo-espion remonte à décembre 2024. Pourquoi maintenant? Pourquoi en mars? Pourquoi cette affaire? Parce qu'on a un ministre de l'Intérieur qui parle de l'Algérie matin, midi et soir. Parce qu'on a un ministre de l'Intérieur qui fait de l'Algérie je te le réponds moi à la question, Faisal, qui fait de l'Algérie une question politique pour la présidence des LR, de son parti politique. Parce qu'on a un ministre de l'Intérieur qui est issu d'un gouvernement illégitime qui n'a pas été où les Français n'ont pas voté pour ce gouvernement. Je rappelle pour les personnes qui n'ont pas compris que en France, les
deux partis qui sont arrivés en tête des dernières élections législatives ne sont pas représentés dans ce gouvernement. Parce qu'on a une partie de l'ancienne OAS qui pense que l'Algérie est encore une colonie française. Eh bien, que bien leur face, l'Algérie est un pays souverain, l'Algérie est un pays souverain, l'Algérie restera un pays souverain. C'est tout. On a un pays qui n'est plus une colonie. On a d'ordre à recevoir de personnes. D'accord? De personnes. L'Algérie est un pays souverain et restera souverain. On a un président de la République, on a un gouvernement légitime, on a un président de la République qui a été élu démocratiquement à 2 reprises et on a d'ordre à recevoir de personnes. On est sous le diktat de personne, on est sous le diktat d'aucune organisation mondiale, d'aucune instance mondiale financière, ni de l'Union européenne, ni des États-Unis, ni de qui que ce soit. Nous sommes l'Algérie, un pays souverain, qui est un pays continent en Afrique et qui est un pays émergent et pas un pays et qui n'est pas un pays en voie de développement ou qui n'est pas un pays du tiers-monde. D'accord? On est un pays qui ne s'est jamais soumis, d'accord? Qui est le seul pays qui a combattu le terrorisme seul, qui a vaincu le terrorisme seul, sans l'aide de personne. Et c'est pas, je suis désolé de le dire, mais des remplaçants de politique qui vont dicter à l'Algérie ce qu'elle doit faire ou ce qu'elle ne doit pas faire. Tout simplement, revenons à l'essentiel. On va dans tous les sens. Merci. Bruno Retailleau mène effectivement une croisade contre l'Algérie. Et c'est pas le seul. C'est pas le seul. Et sûrement, il y a d'autres relais. La question qui se pose, où est l'affaire Pegasus? Rappelez-vous que le logiciel fabriqué par une entreprise israélienne, NSO, est utilisé par le Maroc pour espionner des responsables français, y compris le président Macron. Cette affaire a été rapidement étouffée. Bruno Retailleau, pour aller dans le sens de Mahdi, parle dans les médias de l'envoi d'une liste d'Algériens expulsables, alors qu'il sait parfaitement, et il parle de que l'Algérie viole le droit international, alors que c'est la France qui viole le droit, parce que pour expulser des personnes en situation irrégulière, il faut d'abord passer par le processus judiciaire, mais également pour respecter une convention, parce qu'entre l'Algérie et la France, il y a une convention consulaire qui date de 1974 et que la France viole d'une manière très claire dans cette affaire, parce qu'il appelle les occupés. Le président du Moudjahid, Yamin Zerouel, en 1995 avec Jacques Chirac, alors que l'Algérie était à feu et à sang, que les barbares terroristes étaient partout en Algérie, il a rejeté une rencontre avec le président à l'époque de l'époque Jacques Chirac pour un manque de considération, alors que l'Algérie était à feu et à sang. Maintenant où nous sommes souverain sur un plan de vue énergétique, financier, sur tous les plans alimentaires, nous allons nous soumettre à un gouvernement qui est illégitime, qui n'est même pas issu des urnes. Mais on joue à quoi? Moi, je te dis une chose, je te le dis et je te le dis vraiment avec du cœur. La médiocrité de l'actualité politique en France est terrible et contre-productive. C'est pas comme ça qu'on peut régler des problèmes. La diplomatie doit reprendre toute sa place. C'est des diplomates qui font de la diplomatie et personne d'autre. Merci Mahdi. C'est sur ces mots qu'on arrive donc, messieurs, à la fin de ce débat. On revient dans quelques instants. Bienvenue à vous, mesdames et messieurs, si vous venez de nous rejoindre, dernière partie donc d'Hebdo Show. Et pour cette dernière partie, nous ont rejoint autour de la table 3 personnes, à commencer donc par nos invités. Naliman, je commence par eux. Monsieur Khaled Ben Aissa est avec nous, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Il y a également Sofiane Zermani qui est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Une personne qui n'est plus à présenter. Si, il faut. Ah, bah c'est important. Acteur, réalisateur, producteur. Plein de trucs en Et plein... Naliman Zekar est également autour de la table. Bonsoir Naliman. Salut tout le monde. Mesdames et messieurs, avant donc de passer à la partie de Naliman, il y a cette information sur laquelle nous devons revenir ce soir, et c'est à vous que je vais donner la parole, Badis Nissa. C'est l'ambassadeur de France, Stéphane Romaté, qui a une fois de plus été convoqué par le ministère des Affaires étrangères. Il lui a officiellement été signifié que l'Algérie va ouvrir les dossiers des biens immobiliers mis à la disposition de la France. Alors oui, effectivement, mis à disposition, au franc symbolique, faut-il le rappeler. Ouais. Donc juste pour factualiser, donner des éléments chiffrés, c'est plus de 61 biens immobiliers notamment qui sont détenus par la France notamment, qui n'ont jamais d'ailleurs, la France n'a jamais fait de même pour l'Algérie pour autant. L'ambassade de France aujourd'hui, figurez-vous, est en possession de plus de 14 hectares
sur les hauteurs d'Alger et sur les beaux quartiers d'Alger, à savoir plus de 140 000 mètres carrés qui sont détenus qu'occupe l'ambassade. Et encore une fois, au loyer très, très symbolique. Donc pour ceux qui disent effectivement que la France aide ou contribue à aider l'Algérie, il n'en est pas du tout, et il n'est pas le cas, puisqu'aujourd'hui on démontre par A plus B qu'effectivement ce n'est pas le cas. Et puis surtout aussi pour, je dirais, apporter au débat surtout cette justesse et ces éléments factuels, cette véracité, à savoir que l'Algérie n'a besoin de personne. L'Algérie est souveraine. Au contraire, s'il faut maintenant aujourd'hui qu'on évoque effectivement les aides, c'est plutôt dans l'autre sens. Et on l'a démontré aujourd'hui. Et j'ajouterai aussi la contradiction de la France aujourd'hui sur cette fameuse liste, notamment. Figurez-vous que l'Algérie aussi peut exiger, puisqu'on parle de droit international, l'Algérie est droit dans ses bottes vis-à-vis du droit international et elle le respecte méticuleusement, elle pourrait aussi exiger, puisqu'on parle de droit international, de cette liste notamment de ceux qui sont sous mandat d'arrêt. Est-ce qu'on peut en parler aussi? Donc, vous savez, cette contradiction, notamment cette diplomatie à géométrie variable de la France, qui encore une fois est sous la houlette de certaines forces obscures et contraires qui essayent notamment d'amener ce débat au point de non-rupture, il n'en est pas aujourd'hui. L'Algérie est, encore une fois, défend la diplomatie vertueuse, la diplomatie, effectivement, qui apporte de la sagesse au débat, mais surtout qui apporte de l'éclairage. Et aujourd'hui, il est important d'apporter cet éclairage à travers cette information. Mahdi, un commentaire sur cette énième convocation de l'ambassadeur français? Écoutez, c'est le jeu classique diplomatique qui va continuer tant que la diplomatie ne passera pas par des diplomates, tout simplement. Tant qu'on laissera faire des relations bilatérales, le jeu politique pour la présidence de certains groupes en France, et ben ça continuera à être des mal en pis comme c'est actuellement. C'est ça. Il faut que la diplomatie revienne aux diplomates, tout simplement. Voilà, donc c'est dit, mesdames et messieurs. On passe tout de suite à votre partie, Nariman. Et ce soir, vous avez donc décidé de nous parler du festival Sérimania. Exactement. Alors ce soir, on va parler production audiovisuelle algérienne et on va aussi parler de 7e art avec déjà, tout d'abord, on va commencer avec la production audiovisuelle avec le rendez-vous incontournable pour les amateurs du petit écran. Je parle là de la 16e édition du Festival international de la série, Sérimania, qui ouvrira ses portes vendredi prochain, c'est ça, Sofiane, à Lille, un festival dont vous serez membre du jury et qui verra par là même la première participation de l'Algérie à travers ses multiples productions audiovisuelles, notamment durant le mois de Ramadan. Il y aura d'ailleurs une conférence spéciale qui sera dédiée aux séries de Ramadan, des séries qui rassemblent chaque année des dizaines de millions de téléspectateurs. Particulièrement cette année, on a vu, on a assisté à un boom des productions audiovisuelles algériennes avec des dizaines de feuilletons qui varient entre drama, comédie, sujets poignants. Khalda Benaïssa, vous êtes d'ailleurs à l'affiche de deux de ces productions, on y reviendra tout à l'heure. Je vais vous poser la première question à vous, Sofiane Zermani. Quels seront justement les principaux points qui seront abordés lors de cette conférence à Lille? Alors déjà, merci de me recevoir. Effectivement, Sérimania, c'est un énorme événement qui a lieu sur Lille. C'est le plus grand festival de séries du monde. C'est une rencontre, c'est de l'humain avec cette directrice générale qui s'appelle Laurence Herzberg, qui est adorable, qui m'a permis d'être dans ce jury international l'année dernière et d'ailleurs de faire gagner un acteur palestinien avec le prix du meilleur acteur. Et de là, on s'est mis à se rapprocher, puis à échanger, puis à devenir un peu plus amis. Et puis ouais, je lui ai parlé de ce phénomène social et sociétal qu'étaient les séries en Algérie et la manière dont ça peut rassembler toute une population et cette manière dont on avait aussi envie de la faire voyager, partager, etc. C'est le plus grand marché de la série mondiale. Donc j'ai un peu l'impression qu'on a le droit d'y être. Donc je lui ai proposé qu'on vienne avec une délégation d'artistes, de réalisateurs, de producteurs, et qu'on vienne présenter notre travail tout simplement sur la scène internationale. C'est vraiment le festival dans lequel les grandes productions hollywoodiennes ou d'Asie font leurs grandes premières. Donc ça va être une manière d'envoyer de l'image, du beau, de montrer notre travail, de montrer ce qu'on sait faire, de montrer nos beaux acteurs, nos talents, et puis surtout de passer un moment ensemble. Il y aura aussi une soirée, conférence de presse, etc. On fait vraiment une journée Algérie à Sérimania cette année, le 22 mars, à Lille. Et c'est aussi une participation qui vient appuyer la présence grandissante de la production algérienne audiovisuelle sur la scène internationale, n'est-ce pas? Sur la scène internationale de toute manière, puisque aujourd'hui il y a des partenaires multiples qui s'offrent aux producteurs et aux productions algériennes. Je pense à d'autres territoires
pas forcément en Europe, mais à d'autres territoires. Je pense à l'Italie, je pense à l'Espagne, je pense à la Belgique, je pense à plein d'endroits qui commencent vraiment à venir toquer aux portes de nos comédiens, aux portes de nos producteurs, etc. Et puis moi, ça a vraiment été juste l'occasion en réalité. L'occasion, une conversation avec une directrice de festival que j'aime bien, avec lequel je sentais le truc très à l'aise, qui m'a relancé elle-même, qui m'a dit est-ce qu'on fait toujours ce truc autour des séries algériennes? Et évidemment, j'ai appelé mes copains, j'ai appelé Khaled Ben Aissa, j'ai appelé des comédiens de talent, des producteurs et des réalisateurs que je respecte et avec lesquels surtout j'ai envie de créer des ponts, des connexions et des passerelles avec des diffuseurs internationaux, avec des plateformes internationales, etc. Voilà, c'est un peu une journée où j'ai juste envie de m'amuser avec mes copains. Il n'y a pas de réel enjeu, on n'est pas dans un cérémonial. On reste des artistes, on est du domaine du divertissement. Mehdi le disait tout à l'heure, il ne faut pas que les gens se trompent de métier. Donc nous, on ne se trompe pas de métier, on est là pour faire du beau, et puis on va se mettre beau gosse, et puis on va essayer de faire ce qu'il faut. Sorpire Sérimania est quand même un festival très important. Effectivement, c'est le premier festival au monde de la série. 98 000 participants en 2024, plus de 500 journalistes, des centaines de photographes et d'invités. Donc la présence de l'Algérie est importante. Je le pense. Et grâce à vous, Sofiane, donc l'Algérie, pour la première fois d'ailleurs, avec le Brésil, c'est quand même beaucoup de séries, parce qu'on a tendance à oublier que la série, le feuilleton, c'est également un marché, comme le cinéma. On peut produire un feuilleton, Khaled Ben Aissa, donc des feuilletons, vous l'avez évoqué, Nariman, c'est des feuilletons qu'on peut également vendre dans les télévisions. Ça reste également un outil de soft power. On en parlait il y a 2 semaines avec le réalisateur Yahya Mouzaham. Khaled Ben Aissa, vous avez eu aussi l'honneur de participer à Cannes, au stand algérien là-bas. Il faut noter que oui, les séries algériennes et le 7e art algérien font un tabac au niveau national, mais il serait aussi important de pouvoir les exporter à l'international, n'est-ce pas? Très important, bien sûr. Ça fait depuis 2017, il y a un boom des séries. Il y a une nouvelle génération de réalisateurs et de comédiens et de manières de produire la série algérienne, le feuilleton algérien. On voit depuis 2017, depuis le Khawa, Ouled Lehlel, on arrive vraiment à visualiser un gros succès, un gros buzz, et à évaluer et à estimer son impact direct. Et ça, on le voit bien avec les sponsors qui s'investissent beaucoup plus la qualité aussi. La qualité, bien sûr, la qualité technique, elle a fait vraiment un boom, et on le voit cette année où il y a vraiment une homogénéité de la technique, une homogénéité de l'esthétique, et avec une variété de sujets qui en dit long. Et nous, on a toujours baigné depuis notre enfance par des séries qui venaient de l'extérieur, et je pense qu'il est temps qu'on apprenne à se vendre et qu'on pense à ça aussi dans le bon sens, et à exporter nos images, à exporter un peu nos thèmes et notre façon d'être et notre façon de faire. Il est très important que le cinéma et la série et la télévision, c'est 2 mondes qui ont plein de points en commun, mais c'est vraiment très, 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 très différent. Et qu'on soit là, moi, quand Sofiane m'a parlé de cette initiative-là, ça m'a paru d'une évidence. Ça fait vraiment une dizaine d'années où ça bouge, ça se concrétise de plus en plus, ça s'organise de plus en plus. Là, cette année, on a quand même 7 réalisateurs algériens. Et ces réalisateurs algériens... La plupart des jeunes. Oui, c'est vrai. C'est déjà réalisateur, la plupart. Oui, mais jeunes, c'est très bien que ça veut rien dire dans le cinéma. Hein. C'est ni une fonction, ni un statut. Donc, la plupart des réalisateurs, ils sont plus ou moins la quarantaine. Donc, jeunes, je ne sais pas ce que ça veut dire. Dans le cinéma, jeune, c'est 21 ans. Oui, parce que c'est la première fois qu'on a aussi un nombre aussi important de feuilletons. Plus d'une dizaine. Exactement. Exactement. Et avec une variété de sujets, une variété de genres, la comédie, le drama commence vraiment à s'installer. Nous avons 2 séries sur la plateforme Shahed. Oui. Et maintenant, la télé, bon, ça reste la télé, mais il y a un gros marché qui est les plateformes qui commencent à s'organiser et prendre de plus en plus de place. Et si on arrive vraiment à s'exporter et à s'exposer au monde, avec la situation dans laquelle le monde se trouve, il est temps qu'on fournisse nos propres images avant qu'on fasse nos images. Justement, à ce propos, Sofiane, vous qui êtes entre l'Algérie et la France, qu'est-ce qu'il faudrait concrètement pour pouvoir exporter ces productions algériennes à l'étranger? Il faut un mouvement. C'est tout ce qu'il faut. Il faut de l'envie. Il faut un mouvement général qui part de toutes les parties du divertissement. Ce qu'on fait avec la série, on le fait aussi avec le cinéma, on le fait aussi avec la musique. On essaie de créer des ponts et des passerelles. Là, vous me voyez, je suis désolé, je
j'ai pas le dress code, mais c'est parce que je sors d'une scène tout de suite, d'un concert de Jamil et tu-moi, là, de suite, là, je viens d'arriver. Mais voilà, c'est pareil pour la musique, c'est pareil pour le cinéma, c'est pareil pour la télévision. Je pense qu'on a un propos, je pense qu'il est un peu temps de parler nous et d'arrêter de laisser les gens parler pour nous. Voilà, je pense que c'est important. Et puis tant qu'à faire, autant monter ces initiatives. Moi, à la base, c'est même pas quelque chose à laquelle je pensais. C'est une opportunité qui s'est présentée. Ben on y va, et puis j'appelle les potes, et puis on monte dans l'avion, et puis voilà. Mais ouais, je pense qu'il y a un réel défi, en tout cas sur les prochaines années, sur ce réseau que les producteurs et les artistes algériens commencent d'ailleurs énormément à constituer avec les festivals internationaux, etc., avec des financiers multiples, avec d'autres territoires, avec d'autres continents, parce que ces séries du Ramadan, finalement, elle pourrait se diffuser presque n'importe quand dans l'année. Justement, ces séries, elles devraient pas plutôt exister maintenant, à partir de 2025, toute l'année? Pourquoi spécialement attendre le mois de Ramadan? Depuis 10 ans, on attend ça, on se bat depuis 10 ans pour ça. Et je pense que la quantité apportera forcément la qualité. Ça, et plus de visibilité. Et à un moment donné, je pense que, parce que le combat est très simple, c'est au niveau des sponsors que ça se passe. Parce que les sponsors ne considèrent le marché de la télévision uniquement au mois de Ramadan. Mais c'est le rôle... Voilà, Pardon, mentalité qui doit changer. Non, ce n'est pas une mentalité, c'est vraiment un marché. C'est l'organisation d'un marché. Si la télévision, à un moment donné, elle change sa façon de parler, je parle de toutes les télévisions privées et nationales, elles changent leur façon de discuter avec les sponsors en disant que vous prenez vos points à l'échelle de toute l'année. Et ensuite, la télévision, c'est elle qui va organiser la diffusion de différents feuilletons, différents programmes. Il y a la responsabilité des diffuseurs, pas uniquement des sponsors aussi. Moi, je pense que le jeu, la force doit changer de camp. Il faut que les diffuseurs prennent vraiment le taureau par les cornes et dire aux sponsors, il n'y a pas de souci, on va diffuser vos marques dans le mois de Ramadan avec 20% de plus de visibilité, mais il va falloir mettre le paquet dans l'absolu. Et c'est à la télévision d'organiser la grille annuelle et avec un spécial boost pendant le mois de Ramadan. Mais qu'on mette tout dans le mois de Ramadan parce que ça marche que le mois de Ramadan, il faut qu'à un moment donné, là, cette année par exemple, on voit bien qu'il y a assez de quantité, il y a assez de qualité pour qu'on puisse vraiment s'organiser à l'échelle de 12 mois. Là, le mois, même nous, comédiens, on commence vraiment... moi, ça fait 10 ans que ma somme, tu brahté, quoi. que Ramadan, c'est devenu vraiment un moment où on travaille le plus. Ce qui est censé être... Il faut croire que les comédiens, c'est les seuls qui travaillent pendant le mois de Ramadan. Tout le monde fait la sieste et nous, on est là à travailler jusqu'à 5h, 6h du matin. Justement, vous me tendez la perche, Khaled Faisal. Il y a une nouvelle loi sur la production audiovisuelle qui est justement censée organiser le secteur. Oui, absolument. Un secteur qui gagnerait effectivement à être organisé. D'abord, les chaînes de télévision, les diffuseurs, nous avons des chaînes publiques et privées, Khaled en parlait, ont besoin d'avoir une grille de programmation en longueur d'année. Parce que la saison de télévision, il y a plusieurs saisons dans le monde. Il y a les saisons des grandes vacances, de la fin d'année. Chez nous, c'est le Ramadan, etc. C'est une organisation qui doit responsabiliser des diffuseurs, des producteurs et également des annonceurs. Parce qu'en Algérie, cette année, Khaled l'a évoqué, c'est la première fois qu'on a autant de productions. Parce qu'il y a des dramas, il y a des sitcoms, et il y a des comédies. Donc, de quoi déjà meubler 3 ou 4 mois de diffusion pour la télévision. Ça veut dire qu'on est passé maintenant à une phase qualitative. Sur le plan technique, Khaled a raison, on a vu qu'il y a une amélioration nette et claire. Les séries combat et les feuilletons combat sont aux normes internationales. Point de vue éclairage, montage, façon de filmer, même les scénarios sont mieux faits. Donc on est passé à la phase supérieure dans la production. Maintenant, reste à accompagner ce mouvement pour qu'effectivement, comme disait Sofiane, le feuilleton algérien, déjà on a Shahad, le feuilleton algérien, déjà Shahad, c'est une plateforme arabe. Oui. Pourquoi pas Netflix, pourquoi pas les autres plateformes? Parce que c'est possible. Parce que c'est possible d'aller vers ces plateformes. Si vous permettez que je rajoute une petite critique, tout va bien. La technique, le jeu, les scénarios, l'image, les sujets, il n'y a pas de souci. Mais il y a un gros bémol au niveau de la préparation. Le jour où on tournera en 2025 les feuilletons pour 2026 ou pour une année en amont, là je penserais, je dirais enfin, on est arrivé à une organisation vraiment en amont pour préparer vraiment le tournage. Mais là, vraiment, organisation optimale. Là, on arrive vraiment à tourner presque en live.
mais presque en live, pour utiliser un terme des réseaux, parce que moi j'ai fini il y a 4 jours. Et il y a une série tu vois, le premier Ramadan, tu vois le film et tu es toujours en tournage. Et c'est pas normal, c'est dangereux. C'est-à-dire que les séries, les épisodes commencent et vous êtes en train de finir la fin. Toujours en tournage. La plupart des séries ont tourné 12 jours pendant le Ramadan. Donc arrivé à un moment, vous découvrez ce qui se passe en même temps que nous. Enfin, la veille, quoi, ou quelques jours avant. Oui, bien sûr. Mais non, mais de toute façon, on ne découvre pas, on voit pas les séries. Même les premiers épisodes, on le découvre en même temps que vous. Oui. Parce qu'on n'a pas de projection en interne, il y a pas. Mais tourner pendant le tournage, je trouve ça très dangereux. Oui. Et je trouve ça, c'est ça vraiment la faille qui reste. Il va falloir régler ça vraiment en urgence. Organiser la production, surtout. Organiser la production en amont. On sait, la seule chose qui est sûre, et on connaît la date dès le début 2027, on sait quand Ramadan arrive, à une nuit près, l'île Tchèque. Mais donc organisons et discutons sur le Ramadan 2027, 2028, 2029. Et moi, il y a quelque chose que j'ajoute, et c'est énormément aussi pour ça que je prends cette initiative avec le Festival Série Mania et mes collègues algériens, c'est qu'en fait les Algériens de France ont envie de voir leurs stars en fait. Ils ont envie de voir leurs vedettes, ils ont envie de voir leurs stars, ils ont envie qu'ils viennent à eux. Et je l'ai vu tout à l'heure, Nariman parlait du pavillon algérien à Cannes. Moi, j'ai vu Khaled Ben Aissa et plein d'autres acteurs dans la rue se faire arrêter, prendre des photos, et ça leur faisait chaud en fait, chaud au cœur qu'ils soient venus les voir. Donc, je pense qu'il y a un réel défi d'échange et de partage entre des Algériens de France qui sont totalement inconnus ici, des Algériens locaux qui sont totalement inconnus de la communauté en France. Et puis, comme ça, on fait un grand match de foot ensemble et on rigole. Et je voudrais vraiment rajouter ça, et je profite de cette opportunité de vraiment remercier Fianso par rapport à la concrétisation de certains projets. Parce qu'on a tourné, on voit les images de Barbès. Pendant ce tournage-là, on a vraiment fantasmé à beaucoup de projets, beaucoup de collaborations, beaucoup d'idées comme ça. Et on arrive à concrétiser. La première concrétisation qui m'a énormément fait chaud au cœur, et ça par contre par rapport au cinéma, c'est qu'il a pris en charge un fonds d'aide de jeunes réalisateurs pour le cinéma au Festival des rencontres cinématographiques de Béjaïa. Et ça, c'est du concret. Il y avait 5 ou 6 réalisateurs qui ont bénéficié d'un workshop avec un jury, et on a évalué leur scénario, et il y en a un qui a gagné une bourse d'écriture. Et d'ailleurs, qui se retrouve en compétition au Festival de scénario de Valence, qui est le plus gros festival de scénaristes en France, et qui aujourd'hui nous offre pour les rencontres cinématographiques de Béjaïa une place en compétition pour le lauréat de cette bourse. Donc tous les ans, on aura un scénariste algérien dans ce festival qui est vraiment le plus prestigieux en France. Parce que là, on fait une initiative, on est un groupe, une délégation algérienne qui va aller à Lille, au plus grand festival de la série, pour vendre la série algérienne, pour répondre à leurs questions, parce qu'on reste vraiment une curiosité, parce que beaucoup de gens, beaucoup de professionnels ont du mal à imaginer ce qui se passe ici en Algérie et comment ça se passe. Mais aussi, il y a d'autres initiatives que je trouve moi aussi intéressantes, c'est de ramener de l'énergie de là où elle est et la lancer dans un festival comme les rencontres cinématographiques de Béjaïa pour soutenir l'écriture. C'est la chose la plus importante dans notre métier, c'est le scénario, que ce soit dans le cinéma ou que ce soit dans la série. Justement, Khaled et Sofiane, vous êtes à l'affiche du film Barbès Little Algérie de Hassan Garral. C'est un film qui démontre que la communauté nationale plutôt établie à l'étranger est très engagée dans le soutien à la production audiovisuelle algérienne. Au-delà même d'être engagée dans le soutien, elle est engagée dans le propos. Elle est engagée dans le propos, elle est ferme dans son propos. On dit souvent pour blaguer que les Algériens de France en font souvent un peu trop. Voilà, ils veulent avoir plus de drapeaux et plus de maillots et plus de plus. C'est vrai, mais à un moment, quand on grandit avec d'autres communautés, d'autres origines, dans les quartiers dans lesquels on a grandi, on voulait tellement faire savoir à tout le monde qu'on était algérien, on voulait tellement le répéter, on voulait tellement que tout le monde le sache, que des fois on a abusé. Mais ce qui est bien, c'est que la manière dont on a de se réunir en ce moment, et c'est pas uniquement moi, c'est vraiment quelque chose de général, il y a une espèce de protection un peu naturelle qui se met en place, une protection commune. On verra les petites affaires entre nous plus tard. Là, tout de suite, voilà, il faut qu'on soit solide. De toute façon, c'est toujours comme ça quand il s'agit d'Algériens. Entre nous, on c'est un peu ça. Il y a quelque chose que je tiens à préciser pour tordre le cou à certaines rumeurs. Sofiane, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps.
Sofiane, ce n'est pas l'opportuniste qui est venu parce qu'il y a eu un renouveau sur le cinéma algérien. Sofiane, ça fait tous les ans, déjà, il vient parce qu'il est tiré par les oreilles par son père, qui est un homme exceptionnel. Merci, mon frère. Que je lui passe un grand salam d'ailleurs à tonton. Sofiane, c'est un gars qui aime l'Algérie pour l'Algérie. Et il n'aime pas l'Algérie pour les opportunités qu'il y a en Algérie. Et c'est très important de le savoir. Ça a toujours été un nationaliste. Il a toujours eu l'Algérie dans le cœur et pas l'Algérie dans le portefeuille, contrairement à beaucoup d'autres qui viennent pour certaines autres raisons. Donc il faut remettre, comme j'ai l'habitude de le dire, la mosquée au milieu du douar et reconnaître à Sofiane son patriotisme de tout le temps. Merci beaucoup. Voilà, donc ça c'est très important. Et quand il fait, et moi j'en suis témoin, quand il fait certaines actions, il y met de sa poche. Il n'a pas de sponsor derrière lui, il en met de sa poche et il le fait avec fierté, il le fait pour qu'il soit enraciné avec son père dans son pays. Voilà. Et il défendra toujours son pays. Merci mon frère. Justement, on parle de cinéma. Il faut noter que le cinéma, c'est un réel vecteur de mémoire. Khaled Ben Issa, vous avez joué le rôle d'un grand shahid, l'Arab Ben Mehdi. On va écouter ce sonore et on revient. Que disait le général Dupont dans sa lettre au haut commandement à Paris sur les Algériens? À l'attention du haut commandement de l'armée française, j'écris cette lettre d'une main tremblante. Non pas de peur, mais sous l'effet du choc que j'ai ressenti face à ceux que j'ai vus dans cette terre, que nous pensions soumettre facilement à la puissance de notre empire. Depuis que nos troupes ont mis le pied en Algérie, nous faisons face à un ennemi comme nous n'en avons jamais rencontré auparavant. Un ennemi qui ne craint pas la mort, mais qui s'y précipite comme si elle était une délivrance. Nous avons reçu vos ordres d'avancer en profondeur dans le territoire afin d'étendre notre domination. Mais nous n'avions pas réalisé que chaque parcelle de cette terre est défendue par des hommes refusant la soumission, prêts à offrir leur vie pour leur patrie. Ces Algériens ne sont pas de simples combattants, ce sont de véritables lions, surgissant des montagnes et des forêts, comme si la terre elle-même les enfantait pour défendre leur liberté. Lors de notre dernière bataille, alors que nous étions persuadés que nos troupes armées des meilleures armes et canons allaient écraser la résistance indigène, nous avons été... Non, bien sûr que c'est où la nécessité de faire nos propres films et de raconter notre histoire et notre point de vue sur différents aspects. D'autant plus que cet aspect-là est le plus important. Interpréter le rôle de l'Arab Ben Mehdi était une responsabilité d'autant plus artistique comme tout personnage, mais porter une mémoire, et en plus c'est un personnage qui a une place particulière dans toute la mémoire collective algérienne. Il est vrai que c'était une de mes missions artistiques et cinématographiques les plus intenses. Et voir un film comme ça qui n'est pas encore sorti, qui n'a pas encore la distribution qu'il mérite, que ce soit ici ou dans le monde, ça me frustre. Là, franchement, je suis même très frustré. L'année dernière, on a fait une avant-première à l'Opéra qui a montré l'intérêt et l'importance d'un film qui traite ce sujet-là, qui nous raconte ce personnage-là. Et on a fait quelques projections dans différents festivals. L'année dernière, c'était l'année des festivals. J'espère que cette année, ça sera l'année des productions. Et voilà, un film comme ça de l'Arab Ben Mehdi qui raconte en plus, pas un moment de sa vie, mais vraiment qui relate toute sa vie depuis l'enfance, depuis son rapport avec son père, depuis son enfance, comment il a eu le point de vue sur le colonialisme, et arrivé jusqu'à son face-à-face avec Bijar, où il maîtrisait très très bien la discussion, la négociation et la langue française. Et c'est ça qui a cloué, qui a vraiment impressionné Bijar. C'est pour ça, nous ici, on parle français, mais on parle le français, je dirais même de l'Arab Ben Mehdi. Le français, c'est pas forcément la France, mais ça fait partie de notre mémoire, de notre outil. Et donc, on ne doit pas être complexé par rapport à ça, bien au contraire. Je maîtrise ta langue, tu maîtrises pas ma langue, viens, on discute, j'ai une longueur d'avance sur toi. Mais la longueur d'avance sur quelqu'un doit nous servir, nous d'abord, et ne pas rejeter ce qu'on maîtrise. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit à l'initiative.
Voilà, Exactement. Merci donc messieurs, c'est sur ces mots qu'on va... Allez-y, vous voulez conclure? C'est bon? Moi je rajoute tout le monde, si tu veux, il n'y a pas de problème. Merci Khaled Ben Aissa d'avoir été avec nous ce soir, merci également Sofiane Zermani. Mesdames et messieurs, avant de clore cette émission, on revient sur cette convocation de l'ambassadeur de France par le ministère algérien des Affaires étrangères. On rappelle qu'il lui a été signifié que l'Algérie va ouvrir les dossiers des biens immobiliers mis à la disposition de la France aux francs symboliques. On parle là de la résidence de France à Alger qui est louée aux francs symboliques depuis 1962, la résidence qui s'étale sur 6000 mètres carrés. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci à vous messieurs d'avoir été là. Merci également à l'ambassadeur d'Italie, son excellence monsieur Alberto Cutillo, et à Claire Billet, réalisatrice, d'avoir été avec nous ce soir. On se retrouve samedi prochain.